Et on se retrouve pour le résumé de la Week 6 de College Football. Je suis accompagné aujourd'hui de Kevin. Salut Kevin. Salut, salut. Et de Maxence. Salut Maxence. Salut Augustin, salut Kevin, salut tout le monde. Kevin et Maxence seront avec moi pour faire le débrief de cette Week 6 de College Football qui, disons-le, a dépassé, on va dire, toutes les attentes que l'on plaçait en elle. Nous nous attendions à une semaine de transition entre la week 5 et la week 7, celle de la semaine prochaine, qui s'annonce exceptionnelle maintenant depuis 6 mois au regard des affiches qui auront lieu. Je pense notamment à Oregon, Ohio State ou à LSU et Nice. Mais cette week 6 a eu le mérite, en plus de nous offrir de beaux matchs, de créer le chaos. C'est véritablement la première semaine de college football de l'année où on peut la décrire en tant que telle, en tant qu'une semaine où le chaos s'est répandu. Et vous allez vite comprendre qu'en fait, la trame de cet épisode, c'est ce chaos de 18h jusqu'à 7h du matin, parce que oui, euh, le slate a été intéressant du début jusqu'à la fin. Nous allons commencer avec le plus gros des upsets. J'allais dire non pas seulement de l'année 2024, mais des dernières années. C'est la défaite d'Alabama, classée numéro 1 à la People à Vanderbilt, 40-35. Ah là là, Exceptionnel. c'est beau. C'était vraiment beau, franchement. C'était une grosse partie de ma soirée a été devant ce match-là et je pensais pas. Enfin, quand on commence la week 6, je pensais pas que j'allais passer une grosse partie de ma soirée devant ce match-là. Mais quel match, quelles émotions. Là, tu vois, C'était. pour preuve, je n'ai même pas tweeté le samedi matin sur ce match-là, quoi, pensant que ça allait être une formalité pour Alabama et qu'il n'y avait aucun intérêt à le regarder. J'ai été pris à mon propre jeu et c'est tant mieux. Ouais. Pour te dire, moi, j'étais pas très bien samedi. J'étais un peu malade et tout, donc j'étais un peu en mode, bon, est-ce que je vais regarder les matchs jusqu'à tard? Il y avait le UCF Florida à 1h30. Et ce match-là, Vanderbilt Alabama, m'a emmené jusqu'au UCF Florida et m'a vraiment tenu devant l'écran alors que j'avais une crève de fou et tout, mais j'ai oublié vraiment mon état physique devant ce match-là tellement c'était. En fait, vraiment la sensation de voir l'histoire s'écrire en fait devant nous avec cette victoire de Vanderbilt et c'est tout ce qu'on aime dans le college football dans ce match-là. On y reviendra, mais c'est tout ce qui nous fait kiffer le college football ce match. Parce qu'il faut savoir, pour les profanes du college football qui nous écoutent, que nous autres fans de college football, et je pense pouvoir parler au nom de Kevin et Maxence, nous sommes à la recherche de l'upset chaque semaine. Alors évidemment, nous ne voulons jamais que ça arrive contre nos propres équipes, moi le premier avec Notre-Dame et Northern Illinois, mais ce sont des situations que nous recherchons, qu'Alabama perde face à une équipe non classée, que Notre-Dame perde face à une équipe de la MAC, que Oregon, lors de la week 11, perdent sur cette rivalry week face à Oregon State alors que les Dogs étaient invaincus. C'est vraiment ce qui peut vous. Allez, on se qualifie. Comment on se qualifie? On se qualifie de psychose, c'est ça, voilà, la recherche de l'upset à tout prix, des matchs fantaisistes, ceux en fait qu'on ne comprend pas. Les matchs voilà, dont on ne comprend pas comment cela est arrivé. Et je pense que ce Alabama Vanderbilt en est la preuve parfaite parce que Vanderbilt n'était pas sur un début de saison parfait. Les Commodores avaient déjà perdu cette saison contre Georgia State. Georgia State, qui je le rappelle, a aussi perdu face à Georgia Southern. La Mais transitivité. incompréhensible. Je sais pas si Kevin, si t'avais regardé le match, ce que t'en as pensé, toi. Petit, j'ai regardé plutôt la fin. J'ai regardé la fin et j'ai surtout récupéré après le récap complet. Mais c'est surtout que le plus drôle, c'est que je crois que c'était un peu avant le match. J'en parlais avec les gars et j'avais mis un message. J'avais mis ouais pour moi que Georgia était pas prêt de battre Auburn et que pour moi si Auburn battait Georgia, c'était un upset comme si Vanderbilt battait Alabama, mais genre il y a 3-4 ans. Et vraiment, j'ai utilisé ces termes-là. Mais bon, le Vanderbilt il y a 3-4 ans, c'était clairement le bas-fond du college football et pas le Vandy d'aujourd'hui. Mais tu vois, c'était un peu prémonitoire. Dans le sens où je dis, ouais, c'est comme si Vandy battait Bama. Il y a 3-4 ans, Bama est quand même classé numéro 1 aujourd'hui. Comme tu l'as dit, Gus, Vandy, c'est pas non plus c'est une équipe qui est sur la pente ascendante, mais qui est pas non plus la meilleure cette année. Donc, non, clairement,
ce match a défié toutes nos attentes. Parce qu'après le match de Bama-Georgia, on s'attendait clairement pas à ce que Bama ait une telle chute de niveau, et on s'en est rendu compte sur la première mi-temps. C'est qu'en fait, j'avais l'impression de regarder le Georgia-Alabama de la semaine d'avant. C'est que Vanderbilt a dominé la première mi-temps. Bama est revenu en deuxième mi-temps, mais en fait, ils avaient tellement de retard. Il faudrait que je retrouve exactement le retard qu'ils avaient, mais ils étaient menés facile de 3 TD à la mi-temps ou en début de troisième quart-temps. Et en fait, c'est Vandy qui a très très bien géré sa deuxième mi-temps et ça lui a permis de gagner le match. Donc le score final, c'est 40 à 35, pardon. Et Bama, en gros, a disparu sur pendant 4 quarts-temps, on va dire. Donc les 2 derniers quarts-temps de Georgia où ils ont laissé les Bulldogs revenir et les 2 premiers quarts-temps de ce match à Vanderbilt. C'est un peu inquiétant et ça a failli leur coûter cher contre Georgia et ça leur a malheureusement coûté, comme tu l'as dit Gus, l'un des plus gros upsets de la décennie, je pense, sur ce match-là. Oui, tu parles d'un des plus gros upsets de la décennie parce que les Commodores étaient sur une série de 23 défaites face au Crimson Tide. Il faut remonter à 1984 pour voir une victoire de Vanderbilt face à Alabama. Mais surtout, c'est leur première victoire de leur histoire face à une équipe du top 5 de la People. Vanderbilt était sur 60 défaites en 60 matchs face à un membre du top 5. Donc ça, c'est complètement ouf. Et puis, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Enfin, moi, ce que je voudrais que peut-être Kevin et Maxence, que vous le disiez aux auditeurs, comment on peut expliquer cette défaite d'Alabama? Euh, Alors, J'ai je pense que c'est une multitude de facteurs. Oui, Je pense que c'est peut-être une sorte de gueule de bois après la semaine dernière où tu dis c'est bon, on a passé le plus gros morceau de notre calendrier, on peut se. Je pense que c'est intrinsèque. Hein, il y a un relâchement qui est naturel entre guillemets après après une victoire contre Georgia comme celle de la semaine d'avant. Surtout qu'en plus c'est pas comme si tu enchaînais. Encore une fois, quand tu as un calendrier de SEC, quand tu tapes Vanderbilt en général, c'est pas le match auquel comment dire, c'est pas le match où tu fais attention parce que c'est pour bah, toi c'est et d'ailleurs, Nick Saban, il y a quelques semaines, a dit que justement, jouer à Vanderbilt était de loin le match le plus facile à jouer en sec. bah, ce que l'opérateur du stade a, et ça c'est un ouais, troll qui est pour moi de niveau ultime, ils ont mis la vidéo sur le jumbotron du stade juste après le coup de sifflet final, ce que je trouve absolument hallucinant c'est niveau com. ouais, ça C'est c'était exceptionnel. Ouais. Mais non, et Et- puis surtout faut qu'on parle du match en lui-même. C'est bien qu'on commence par ce match-là et je vais spoiler un peu la fin de notre épisode. Il va falloir qu'on parle du match de Diego Pavia quand même. Oh là Complètement, là. Parce complètement. que et je spoil tout de suite, c'est mon MVP de la semaine. Même si j'ai appris que Spencer Petras était encore en college football cette semaine, mais bon, je vous ferai pas l'horreur de le nommer MVP. Me spoil pas mon MVP. Mais non, non, il a fait un match qui était plein. En fait, c'est pour un mec Quelle comme lui, histoire. pour un mec voilà qui a une histoire comme lui. Là, j'ai vu, il avait aucune offre de première division en sortant de high school, si ce n'est pour faire une scholarship de lutte à Nebraska. Il fait 2 ans à New Mexico State et le seul fait pour lequel il est connu, c'est cette vidéo qui a un peu fait le tour du net où il se prend un face mask et il se retrouve avec le casque totalement retourné et il fait une passe un peu de poulet sans tête. Enfin, moi, Diego Pavia, très honnêtement, je le connaissais juste pour cette action, tu vois. Et il fait un match qui est plein, il fait un match qui est couillu au possible. Il fallait de toute façon, il fallait une performance maximale de Diego Pavia comme ça pour faire quelque chose contre Bama et, euh, et les stats sont quand même pas mal. Je crois qu'il finit à 16 sur 20, Mm. Exact. 280 quelques yards, 2 TD, 0 250 interception, yards. 250. Il a un des TD qui est magnifique où Ah ouais, celui-là. il joue une play action, il va jouer une sim sur son troisième read, il est en reculant sur sa gauche, il balance un missile dans l'end. Enfin, En t'avais quatrième et pas, un en plus. Hein. t'avais pas l'impression de voir Diego Pavia. T'avais l'impression de voir un Iceman contender, et c'est ça qui est beau aussi. Tu disais ça tout à l'heure quand on cherche les upsets, il y a souvent dans les upsets, t'as souvent une performance. T'as souvent Mm. une performance d'un joueur comme ça qui va te changer un match, qui va faire le match de sa vie. C'est moche à dire, mais les matchs comme ça pour les mecs comme Diego Pavia, souvent le match d'après c'est catastrophique et tu te dis comment c'est possible. Mais il a tout simplement sorti une des meilleures performances de quarterback de l'année quand on regarde que il a l'effectif de Vandy autour de lui et qu'il a battu Alabama numéro 1 quoi. Et voilà, et puis battre Alabama numéro 1, c'est
faire sa légende, faire sa carrière en un seul match, j'ai envie de dire. Et puis même à la fin, tu voyais lors, de l'interview sur la sideline, il était en pleurs, en transe, en train de remercier Ah, tout mais le tu monde. m'étonnes. Ouais. Ça, voilà, ça a ajouté, c'est ce qui a rendu en fait, cette performance aussi belle. Un tweetos me demandait, heu, m'a posé une très bonne question sur Twitter, c'est, comment on peut expliquer justement, pour un novice, pourquoi, cette victoire de Vanderbilt est si grande et si historique? Bah, c'est simple en fait, Vanderbilt, c'est la pire équipe de sec de l'histoire et Alabama, c'est le Pardon. meilleur programme de college football de tous les temps. Et quand Alabama est numéro 1, quand Vanderbilt a mis 40 ans à battre le Crimson Tide, quand Alabama a sorti tous ses grands joueurs, quand Alabama a gagné je sais pas combien de titres depuis 20 ans, et bah tout de suite, ça fait une victoire qui reste dans les annales. Et voilà. Ouais, je veux rajouter un truc sur Diego Pavia parce que c'est une histoire. En fait, pourquoi aussi on aime le college football, c'est parce que ce mec-là n'aurait jamais dû se retrouver à Vanderbilt dans un programme de ACC en fait. Comme a dit Kevin, c'est un gars qui avait aucune offre, qui est parti en JUCO à New Mexico Military Institute, qui a gagné le championnat de JUCO avec son équipe, qui a eu une offre à New Mexico State. Et puis New Mexico State, bah voilà, si vous connaissez pas le programme, c'est normal. C'est vraiment un tout petit programme de FBS. Et qui se Déjà, il est. prend tu raison, et qui se prend des 0 victoires, 13 défaites tous Mm, mm. les ans. Oui, sauf que lui, il est arrivé. Oui. Qu'est-ce qui Ouais, s'est passé? Il a emmené New Mexico State en bowl. Il les a fait gagner ce bowl en 2022. Et l'année d'après, il les a emmenés à une saison à 10 victoires. Ce ouais. qui était du jamais vu depuis les années 60. Je crois qu'ils en ont une dans leur histoire dans les années 60. Enfin, bref, du jamais vu. Et derrière, il va transférer avec son C'était ça, coach. je pense que la stat dont tu parles, c'est le back-to-back bowl, fallait Oui, remonter aux années 50. c'est ça, ouais. Et déjà à l'époque, c'était un joueur attachant en fait, parce que c'est vraiment le mec qui a jamais baissé les bras, qui s'est toujours battu, que ce gars-là batte Vanderbilt, batte Alabama. La phrase est tellement folle. Genre ce gars-là batte Alabama en étant le quarterback de Vanderbilt, c'est une destinée exceptionnelle comme le college football sait nous en offrir. Et je terminerai sur un truc, ça passe sur le 4e et 1 est folle, mais elle est pas si étonnante en fait quand tu sais que son idole c'est Johnny Manziel. Donc il y a un peu de ça, je trouve, dans son jeu, Ouais, genre un peu, je suis un il fou est furieux et je ouais, joue exactement. je Il est joue pas très chaque grand. play comme si c'était le dernier, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai, il lui ressemble vachement dans sa façon de jouer. Mmh mh. Ce mec fera Et pas de carrière en NFL, il est trop petit, il fait non. 1,83 m, mais là, il vient de marquer une performance, qui vaut pas toutes les carrières NFL bien sûr, mais qui vaut beaucoup plus que réussir à se faire drafter et Oui, faire une carrière en qui met NFL, son tu vois? nom, dans la légende de Vanderbilt et du à minima et du college football ensuite. Mmh. Puis, aussi, si je peux ajouter un mot, c'est sur New Mexico State parce que c'est un duo, hein, c'est un duo, Ouais, du Nouveau-Mexique avec Jerry Kill qui était, pendant quelques années le head coach, de New Mexico State, qui avait Diego Pavia sous ses ordres et qui est parti à Vanderbilt, lors de cette intersaison, pour devenir, ouais, bref, assistant offensif, même pas coordinateur ouais, offensif. il est dans le staff, Et voilà, c'est une belle histoire ça aussi, que ce soit les 2 gars, de la petite fac du Group of Five, qui a eu du mal, pendant toutes ces années, qui s'offrent, mmh, le scalp d'Alabama et et je terminerai qui font subir à Kalen DeBoer sa première défaite avec le programme. sur Diego Pavia que c'est pas sa première victoire contre l'équipe de ACC. L'année dernière, New Mexico State était Auburn? allé chercher une victoire à Auburn Ah bah, avec Diego Pavia, donc il a bah, terminé le Iron Bowl. Il a et battu Auburn et Alabama. tu raison de me parler de l'Alabama parce que le week-end de l'Alabama a été catastrophique. Défaite d'Alabama, défaite d'Auburn, défaite de UAB, Ah University ouais, of UAB, on en Birmingham parlera dans le qui a pris, podcast, G5, ce Et, programme, et la seule victoire de l'Alabama, c'est un South? duel entre, ouais, c'est un duel entre deux équipes de l'Alabama. Je crois que c'est Florida A&M qui perd contre Southwest Alabama ou quelque chose comme ça, je crois. voilà, et c'est de la SCS. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et parce que Mais ça quand même, Alabama, je quand on a des programmes comme Alabama et Auburn, c'est rare de perdre toutes ces rencontres, bah, et comme Pavia, ça. du coup, il est en 2-0 contre Auburn et Alabama dans sa carrière. Voilà la stat. Ça place un homme, ça place un homme. Et Ça puis, ouais, tiens, j'avais aussi vu cette stat que, après le premier quart-temps, Vanderbilt avait scoré 13 points. Bah, c'était, c'était plus que ce que Vanderbilt a inscrit face à Nick Saban à Alabama, donc en gros depuis 2007.
C'est-à-dire qu'en 15 ans, Vanderbilt n'avait pas inscrit plus de 13 points face à Alabama. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Non, mais c'est fou, c'est vraiment fou. Vandy c'est vrai que le début de saison était un peu bizarre parce que tu as une défaite à Georgia State qui est horrible, genre 36-32. T'avais emmené Missouri en double overtime quand même. Bon, on parlera des Tigers derrière, mais c'était quand même une belle performance de la part de Vanderbilt. Après, il y a une belle victoire contre Virginia Tech. Donc, mine de rien, c'était quand même un début de saison plus meilleur que d'habitude pour Vanderbilt. Bon, on verra la suite. C'est vrai que je suis un peu de l'avis de Kevin. Je pense que la gueule de bois, tu vois, je sais pas si Diego Pavia, on est lundi là, je sais pas s'il a retouché un ballon là depuis. Je pense qu'il doit être en pleine redescente, comme à peu près tous les joueurs et à peu près tout La le campus. déclin, là, ouais. Ah ouais, comme à peu près tout le campus, parce que ça aussi, on voit les images d'après-match, Ouais. c'était Bah, tu peux magnifique. raconter? Bah, Avec les envahissement de vidéos. terrain. Déjà, il n'y a pas eu beaucoup d'envahissement de terrain cette saison, jusqu'à présent, jusqu'à cette week, qui était magnifique. Ensuite, on est allé chercher les goalposts, comme à l'époque Tennessee contre Alabama. Les mecs ont marché pendant. C'est quoi? Du coup, on a appris la distance entre le stade et la rivière qui borde Nashville. Ils ont Le Cumberland, traversé. c'est 4,8 km. Je crois que c'est 3 Ouais, miles. c'est ça. Ils ont mis 1 heure et quelques. Tu voyais des vidéos, tu voyais, il y avait quoi? Il y avait Ah, un cortège, un en fait. cortège de combien de gens? 1000 personnes, 2000 personnes, il y avait du monde, hein, qui remonte l'avenue principale, là où il y a les trucs de country, machin et tout. Il y avait des mecs qui disaient sur Twitter que les étudiants croisaient des nanas qui étaient en soirée country, tu sais, bachelorette et tout, machin. La ville entière a été mise au courant que Vanderbilt avait gagné. T'as une vidéo d'un mec qui dit je sais pas ce que je fous là, je suis le mouvement, genre le premier bandwagoner de l'histoire de Vanderbilt. Et ils sont allés jeter les goalposts dans la rivière Tennessee avec les flics qui essayaient tant bien que mal de faire gérer le truc pour que les gens puissent se déplacer. Enfin, c'est trop beau, genre c'est ce genre d'image qu'on aime dans le college football parce que ça nous rappelle que c'est avant tout un sport qui est marqué avec son territoire. C'est pas des franchises NFL à plusieurs milliards de dollars qui peuvent déménager ou quoi. C'est une histoire, c'est un lieu, c'est des gens. Et on a tout eu hier avec cet upset contre Alabama. On a eu la victoire du petit poussé C'est imparfait. l'immense Goliath, l'envahissement de terrain, la joie de la ville, du campus. Enfin, rien que d'en parler, j'ai des frissons, genre parce que alors que vraiment Vanderbilt, c'est pas un programme genre, c'est un peu le petit frère qu'on aime bien, mais vas-y lui, tu vois, on est là, mais là, c'était vraiment émouvant, quoi. Et franchement, c'est pour ça qu'on aime le college football. Et c'est pour ça que le D'ailleurs, college football doit rester aussi ce sport avec des matchs comme ça, de petits contre gros, qui respectent une logique historique, tu vois. Enfin, on veut pas des big matchs tous les week-ends aussi, tu vois. On veut aussi ce genre de match parce que ce genre de match, la plupart du temps, vont finir par la victoire du gros. Mais les quelques fois où le petit va réussir à gagner, on s'en rappelle pendant des années, quoi. et puis moi, ça abonde dans mon sens que seuls les upsets existent dans le college football. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'amende de 100 000 dollars Ah oui. de la SEC, vous pouvez acheter des morceaux aux enchères, hein, évidemment, des morceaux des poteaux de Vanderbilt et d'autres petits objets Ouais, en rapport avec le c'est match. les pompiers qui sont allés le repêcher, je crois, pour Ouais. pouvoir faire ça. Alors, c'est Donc voilà. magnifique, hein, c'est trop bien, mais à L'amende, voir. l'amende que devra payer Vanderbilt pour l'envahissement de terrain à la SEC se fera payer aux enchères. On passe au match suivant et ce match-là Juste aussi. une petite dernière Pardon. sur Alabama. Il y a aussi le truc un peu inquiétant qu'ils s'en remettent à un gamin de 17 ans pour essayer de gagner le match. Ryan Williams, c'est exceptionnel, mais j'ai l'impression que c'est le seul joueur qui a à peu près brillé samedi soir. Enfin, Jalen Milroe fait pas un mauvais match, hein, 311 yards, mais il y a ce pick six qui est vraiment moche. Ryan Williams, seconde mi-temps avec un touchdown de fou là, long de touche là. C'est encore un bon match de Ryan Williams, même s'il fait pas les 100 yards, mais il a fait les actions qu'il fallait à des moments chauds. Il y a aussi ce fumble de Jalen Milroe qui fait pas, ouais, qui est un peu la gueule de bois du match contre Georgia. Donc on va voir Alabama la suite. Je pense que effectivement la victoire contre Georgia était belle, mais c'est vrai que la fin de match laisse à poser sur leur sérénité, on va dire un petit peu. Donc on va voir. Mais en tout cas, Ryan Williams nous a encore éclaté et je pensais vraiment qu'Alabama allait revenir dans le match grâce à lui, mais Vanderbilt a été plus fort. Plus résilient. Ouais, plus résilient. Autre upset très très important qui a aussi touché une équipe de SEC, c'est la défaite de Tennessee qui était classée quatrième à l'AP Poll à Arkansas chez les Razorbacks à Fayetteville.
défaite 14-19. Alors, défaite de Tennessee ou victoire d'Arkansas, moi, j'ai pas trop de réponses pour être honnête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Arkansas glane sa première victoire face à un membre du top 5 depuis 1999. À l'époque aussi, Arkansas avait battu Tennessee quand Tennessee était classé numéro 3. D'ailleurs, 1999, je me demande si c'est pas l'époque Peyton Manning. Il faudrait vérifier, mais je crois que 1999, c'est le cas. Ça m'étonne presque de ne pas savoir, en toute modestie, parce que c'est quand même Peyton Manning, ça la foutrait mal de ne pas savoir ça. Non, Arkansas qui a signé un run de 16 points d'affilée et un multiple game-winning drive pour gagner. Euh, Comment on peut expliquer cette victoire, Maxence, avec une première mi-temps Première mi-temps, Après, on parlera de l'erreur de Nico Yamaleava, la mais avant, première mi-temps, 3-0 à la mi-temps, avec une gestion du chrono exceptionnelle de la part d'Arkansas qui a la balle 20 minutes de possession, alors que 3 points. Mais en fait, ils ont enrayé l'attaque de Tennessee pendant cette première mi-temps. Donc ça peut s'expliquer déjà là. Après, j'ai pas vu le match, j'ai regardé le replay surtout, mais j'ai vu la stat de la première mi-temps, donc 3-0 avec du coup des drives de 9, 7 minutes, enfin très très longues drives à chaque fois. Mais c'est pour te dire, moi qui ai regardé le récap fait quand même 16 minutes. Tu ne vois pas un snap de Tennessee avant 1 minute 15 avant la mi-temps. Donc c'est pour dire que sans avoir regardé le box score, je pense que Tennessee a dû enchaîner les 3 and out. Il n'y a tellement pas d'attaque côté Tennessee qu'un récap de 16 minutes, c'est que des snaps d'Arkansas dans la première mi-temps. J'ai vraiment, tu sais, j'ai bugué, limite, j'ai mis la vidéo en pause pour regarder qu'il n'y avait pas une erreur. J'ai pas mis que des snaps de l'attaque d'Arkansas, quoi. Non, c'était le récap du match en 16 minutes, pas un snap de, de l'offense de Tennessee avant les 2 dernières minutes. donc une victoire construite sur la défense et les turnovers. Si je me trompe pas, euh, euh, Nicolas Yamaleava, enfin, il y a eu des fumbles qui ont été recouverts par les Razorbacks. Il y en a. Ah non, il y en a pas. Je confonds. Non, il Ah, n'y a vous pas eu savez de fumble. pourquoi? Non, parce qu'à un C'était moment, le match d'avant, ça. non, c'est à un moment parce qu'il a été rappelé par les arbitres. J'ai vu ça en direct, mais c'était au début de match et je pense que j'ai confondu avec le match précédent. Et moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est l'erreur de Yamaleava. Alors, vous savez, c'était en quatrième tentative, il restait à peine 1 minute à jouer et le quarterback de Tennessee, en fait, a vraiment le first down à portée pour voilà, déclencher 4 nouvelles tentatives qui auraient été allez, certainement, ça aurait été certainement fructueux parce que la end zone n'était plus si loin. Mais je ne sais pas si c'est par suffisance, mais je pense même pas que ce soit le mot adéquat. Mais peut-être qu'il a mal évalué en fait où était cette marque-là. Et il est parti en touche avant justement la dite distance Mais qui aurait valu. c'est surtout qu'il date à aller chercher la touche et en fait il sort en touche et il y a 0 sur le chrono en fait. Oui, Dans je crois une que c'est ça, hein, situation. c'est la Ah, dernière c'est course. que, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il obtient le first down, donc c'est cool. Mais en Je crois fait, qu'il l'obtient même Non, pas. il ne le tient pas, justement, il il a le mis, prend oui, mais avant. il a mis tellement de temps à aller chercher la sideline, à chercher quelque chose et à se dire, bah tiens, je vais finalement Il a sortir pour trop, essayer de trop sauver du temps. attendu, hein. Au final, il a même pas de, en fait, il a rien, visiblement, il a même pas le first down et en plus, il est à 0 au chrono. Enfin, moi, ça me rappelait un peu la fin du match de Raiola sur leur défaite contre Colorado sur la prolongation où quand il scramble, t'as pas de vraie envie, il court pas vraiment, il s'échappe. J'avais un peu la même impression où il était perdu sur le moment, en fait. Il était vraiment, c'est l'expression américaine, un, le deer into the headlights, enfin, un cerf dans les phares d'un camion, quoi, tu vois. T'avais un peu cette impression Ouais. de, bah, vraiment un freshman dans un match de SEC à l'extérieur, qui craque sous la pression en fin de match, quoi. Je pense surtout que Mm. c'était pas un QB design, quoi. Il s'attendait pas à être dans cette Non, situation-là. il sort parce il a personne d'ouvert, Ouais. hein. Mais ouais, non, Arkansas. Pourtant, le début du deuxième mi-temps avait été bon pour Tennessee qui avait enfin trouvé la solution et qui marquait 2 touchdowns coup sur coup. Et puis derrière, bah, Arkansas a de nouveau éteint l'attaque des Volunteers.
Et à chaque fois, ouais, ça, quand tu regardes les plays, les drives qu'ont suivi les 2 touchdowns de Tennessee, 5 plays, 8 plays, 3 plays. Donc ouais, bravo Arkansas. Moi, franchement, je dis c'est quand même c'est quand même une victoire d'Arkansas avant d'être, tu sais, on dit est-ce que c'est une défaite de l'un ou une victoire de l'autre. Mais Arkansas est arrivé avec un plan de jeu, ralentir l'attaque de Tennessee, les faire douter et ils ont réussi. Et d'ailleurs, en prenant en compte la victoire de Vanderbilt face à Alabama et celle d'Arkansas, face à Tennessee, il faut remonter à 2012 pour que 2 équipes du top 5 d'une même conférence, perdent. C'était à l'époque LSU 4e et Georgia 5e. Et il faut remonter à 2004 avec Miami 4e et Florida 5e pour que 2 équipes du top 5 soient battues lors de la même week par, 2 équipes, non classées. Voilà, je vous ai dit que c'était Miami et Florida State. Donc voilà, c'est véritablement 2 matchs, qui resteront, on va dire, dans les mémoires où, dans 20 ans, on ressortira la stat que je viens de vous sortir, mais sauf avec ces 2 nouveaux matchs, tant, voilà, ça a été important. Ah mais soirée parfaite pour les fans de Vanderbilt parce que du coup, c'est le rival d'État qui perd, également. La soirée était complètement, c'était la plus belle soirée d'un fan de Vanderbilt, hein, là, clairement. Victoire contre Ouais. Alabama et Tennessee, juste derrière qui perd contre Arkansas. Les Titans sont joués ou pas, dimanche soir? Non, les Titans étaient en bye week, donc Ah c'est un bah, beau voilà, week-end, hein, au final, hein. un bon week-end. On reste en sec et là, pour le coup, ça a été une dérouillée. C'est la victoire de Texas A&M, classé 25e à l'AP face à Mizzou, classé 9e. Victoire 41-10. 41-10, Maxence, on s'y attendait pas du tout. Surtout que Mizzou était sur une série de 8 victoires maintenant, si on compte aussi l'an dernier. Euh, j'ai même pas envie de parler de Mizzou en fait, parce que là, on a vu en fait chez Texas A&M ce qu'on avait vu avec à Duke avec Mike Elko. D'ailleurs, c'est le premier départ à 3 victoires et 0 défaites en conférence depuis 2016 pour Texas A&M qui a rejoint la conférence en 2000. Oui, je crois que c'était en 2011 ou 2012. J'hésite toujours entre les deux dates. Bref, Je crois que c'est 2016, 2000, ouais, c'est par là. c'était un an avant l'arrivée de Jimbo Fisher. Donc là, pour la première saison de Mike Elko, bah, tu es déjà à 3 victoires et 0 défaites en conférence, c'est assez ouf. Et si c'est pour revenir sur cette rencontre, eh ben, ça a été une domination de bout en bout, quoi, du début à la fin et partout. Au niveau du quarterback, Connor Wegman a, à mon sens, sorti sa plus grosse performance avec Texas A&M, lui qui revenait d'une une blessure à l'épaule, si je me trompe pas. Les lignes, notamment la ligne offensive de Texas A&M, qui a été particulièrement bonne et qui, de semaine en semaine, bah, s'impose comme l'une des toutes meilleures du pays. Et cette D-line, en fait, qui a enfin la production bah, de son niveau dans les classements de recrutement. Ouais, tu veux commencer, Kevin? Ouais, je t'avoue que c'était un match. J'ai remarqué que c'est souvent ça. C'est un match sur lequel je m'étais mis. Je me suis dit, putain, ça y est, on va enfin voir est-ce que Mizzou est legit ou pas. Et je pense ils ont 2 bad breaks au début du match. Deux calls arbitraux qui sont qu'on peut considérer un peu comme bang bang, mais qui sont legit pour moi. Ils se font refuser un TD de 75 yards de Luther Burden. Je sais pas de bêtises, ça doit être le deuxième jeu du drive après qu'ils soient menés. Ils s'étaient menés 10-0 à ce moment-là, je crois. Donc ils auraient pu revenir dans le match très rapidement. Euh, et en fait, ils se font refuser le touchdown pour un lineman, enfin un joueur inéligible au-delà de la zone neutre. Et ouais, un lineman qui se laisse un peu emporter, qui va bloquer. Effectivement, il y a faute. Pour le coup, c'est moche d'annuler un TD comme ça. Mais effectivement, le lineman est trop haut. Et après, en fait, c'est la débandade. Brady Cook qui est pas foutu de compléter quoi que ce soit. Enfin, un 13 sur 31, c'est vraiment cataclysmique pour un quarterback. Euh, Rien en dehors de Luther Burden, du coup, qui catch 7 de ses 13 balles. Euh, et en face, comme tu l'as dit, Wegman qui fait potentiellement son meilleur match sous les couleurs des Aggies. Un Sans joli. lancer TD, sans lancer TD pour autant, mais Oui, parce qu'ils en mettent 5 au sol avec notamment le Le'Veon Moss qui met 12 pour 138 et 3 TD. Mais en fait, on en viendra après quand on parlera de Rutgers parce que j'ai noté quelque chose dessus aussi. Mais le QB play, ça veut pas dire un QB. Enfin,
avoir un QB play et avoir quelqu'un qui gère au poste de quarterback, qui est le poste le plus important sur le terrain, c'est pas forcément avoir un quarterback qui lance 5 TD par match. C'est un quarterback qui va compléter des passes, c'est un quarterback qui fait avancer les chaînes, c'est un quarterback qui perd pas la balle. Et c'est tout ce que Connor Wegman a réussi à faire sur ce match, sans être flamboyant, sans être transcendant. Euh, il a fait ce qu'on lui demandait de faire dans un match où les Aggies dominaient totalement. Et comme tu l'as dit, il était un peu dans un fauteuil derrière sa ligne. Ses running backs ont fait de 236 yards en 36 courses, 5 TD. Voilà, ces running backs ont fait un peu tout ce qu'ils voulaient derrière leur O-line aussi. Donc, il... quand tu as un quarterback qui est capable d'exécuter ton game plan et qui est capable de te faire avancer les chaînes sans te faire perdre la balle, en général, c'est une recette gagnante. Et en plus, là, ils ont une défense qui a totalement étouffé Missouri. Et ça a fait la différence. Texas A&M Ouais. est passé combienième à l'IP Poll? Je crois qu'ils sont 15. 15e, hein, ouais, ils ont fait un Ils ont gros gagné saut, 10 quoi. places. 10 places, Attends. ouais. Ils ont gagné 12 places, je crois. Attends. Ah, mais ça, excusez-moi, Ils sont 15e. Ils ont gagné 10 places. Ouais, ils sont ils sont 15e. 15e. Je vais faire mon connard, mais ce qui est bien du coup maintenant, vu que tu as plein de bonnes équipes de sec, ce qui est indéniable, il y en a 9 dans le top 25, c'est qu'en fait, quand une équipe de sec perdra face à une autre équipe de 7, ça sera une quality loss. Et Ouais. quand une équipe de sec battra une autre équipe de sec, ce sera une quality win. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu bats ton coéquipier, tu avances beaucoup, tu perds contre ton coéquipier de conférence, tu t'en perds pas beaucoup. Après, là, Missouri a quand même perdu 12 places. Ouais. Ouais, Donc ils perdent 12 places quand même. ils ont quand même dégringolé. Après, ils restent quand même dans le top et ils ont qu'une défaite. Donc, Comme on pourrait aussi on dire verra. que bon, bah, Alabama passe 7e ou que Tennessee reste Ouais, ouais. 8e. Alabama, je les voyais descendre plus que ça. Mais Ouais. bon, après, ils sont dans leur Heureusement qu'il y a la autocritique. victoire face à Ouais, Georgia, mais hein. en fait, ils ont Ouais, l'avantage d'avoir la meilleure victoire de la saison c'est vrai. avant le Ohio State Oregon de ce week-end. Mais sinon, oui, ils ont une victoire dans le match-up 2 contre 4. Donc, Ouais, forcément, ça tient. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire sur le match? Ouais, non, Texas A&M. Ouais, j'étais comme toi, Kevin. En fait, j'étais en mode, ah, cool, un gros match à 18h. J'espère voir du gros football. Bah, on a vu, et ouais, effectivement, ouais, je pense que si Burden marque le TD et qu'il est pas refusé, on est peut-être pas forcément sur le même match, mais ça les a complètement sortis du match, et dans un match dans lequel ils avaient déjà très mal démarré, puisqu'il y avait déjà 10-0 à ce moment-là. Et Et puis, bah, après, on voyait Burden sur la sideline, hein. On voyait, parce que tu sais, il avait tapé 75 ouais, yards dans le ouais, tu vois qu'il est pas revenu du drive, et ils l'ont montré plusieurs fois à l'écran où il était vraiment dégoûté, et je pense que même ouais. lui, il a eu du mal à se remettre dans son match, hein. Mm. Et est-ce que vous Donc, pensez que l'attitude, le comportement de Eli Drinkwitz, le head coach de Missouri, a eu on va dire une mauvaise incidence, a eu en fait, a déteint sur ses joueurs. Parce que dès le début du match, je le trouve insupportable, à gueuler dans tous les sens, à crier sur tout le monde. Euh, je sais pas, en j'ai pas fait général, gaffe, j'avoue, c'est pas le Ouais, truc moi qui non plus. m'a. il y avait quand même une tension particulière sur le terrain, quoi. Les joueurs se battaient près, ça Ah, frappait à la c'est vrai mort, que c'était Missouri, ouais, tendu. c'est vrai que Missouri avait pas l'air dans son assiette, il avait pas l'air en confiance. Et puis Oui, Kyle Fields, ambiance de vous fou, hein, trouvez pas aussi que à Kyle c'était Fields. hyper tendu comme match? Bah, c'est vrai que je crois que c'est qu'on en parlait, ça a failli se battre Oui, je en crois que fin c'est de premier Ryan qui me quart-temps. disait ça, que ça, Ouais, ça c'est ça, fait se ouais. battre. Et tu vois, je pense pas que le coaching staff de Mizzou, Eli Drinkwitz en tête, a tempéré l'ardeur de ses joueurs. Et moi, je pense que ça leur a été plutôt préjudiciable. Après, on sait les coachs comment ils fonctionnent. Souvent, c'est tu te dis, je vais appuyer sur tel bouton pour essayer de pump mes joueurs. Ça se peut, c'est possible que ce soit pas la bonne approche, hein. Tu sais, on, on félicite toujours les coachs pour leur pré-game speech ou quoi. Ça arrive aussi que bah, des fois, ça te fasse l'effet inverse, quoi. Que tu te focuses sur les mauvaises choses, que tu partes avec le mauvais état d'esprit, ça arrive aussi, hein, c'est possible. Je t'avoue que on n'est pas dans le vestiaire pré-match et je connais pas assez leur coach pour ça se peut, il est tout le temps comme ça aussi, tu vois. Mais non, c'est vrai que quand tu vois le début du match, comme disait Maxence, où ils sont très rapidement menés, où ils ont un TD pour revenir qui est annulé et que tu as l'impression qu'ils sont plus concentrés sur le fait de se chamailler avec les Aggies que sur le fait de revenir au score. C'est vrai que c'était pas la bonne, ça avait pas l'air d'être la bonne mentalité, quoi. Mm.
En tout cas, on voulait voir ce que Missouri avait dans le ventre. Et bah, du coup, ça confirme un peu les doutes que On vous avait, évoquez dans le 1-2-6 en disant que cette équipe était peut-être frauduleuse. Et bon, est-ce qu'on les qualifie de fraude et déjà d'ailleurs, tu maintenant? as En raison tout de cas, parler de grosse ça. défaite. Hein. Équipe qui a balayé nos doutes de la semaine précédente, c'est Ole Miss qui a battu assez facilement South Carolina là-bas. C'était une grosse performance des Rebels. Je me permets juste de noter ça ici parce que on ne débattra pas plus longuement sur ce match-là. Avec les défaites d'Alabama, Missouri et Tennessee, il ne reste plus qu'une équipe de SEC invaincue. Les gars, c'est Texas. Hmm. Donc voilà, il aura suffi de 6 semaines de college football et à peu près 2 ou 3 matchs de conférence pour que la SEC se cannibalise. Il faut dire qu'on n'a pas trop été habitué à ça ces dernières années. Et maintenant, est-ce que vous savez quel programme a la plus longue série euh, de victoires du college football? Maintenant que Missouri et Tennessee notamment ont perdu. Alors du coup, oui, mais pour la petit truc, j'ai cherché avec toutes les équipes invaincues actuelles, je me suis dit, et j'ai laissé les deux académies militaires de côté. Je me suis dit, ah, je suis sûr que c'est Army ou Navy. Et j'ai vraiment cherché toutes les équipes du top 25 encore invaincues et j'ai fini par Army et Navy. Et effectivement, je crois que parmi les équipes invaincues, donc du coup la réponse c'est Army, hein, c'est la plupart des équipes qui sont encore invaincues ont pour la plupart perdu leur dernier match de la saison 2023. Donc la plupart sont sur leur série de victoires cette année, mais pas plus. Et je crois que il doit y avoir que deux équipes qui ont gagné leur bowl game, par exemple, en 2023, mais qui avaient perdu leur finale de conf ou perdu leur dernier match de l'année. Un peu comme Oregon, par exemple. Oregon qui est à 5-0 cette année, qui avait gagné son bowl game contre Liberty, mais perdu sa finale de conf. Donc il y a que Army qui, je crois, finit sur 4-0 la saison dernière. Parce que si je dis pas de bêtises, ils sont sur 9 victoires consécutives. Donc dont une victoire contre le dernier match contre Army, dernier match de la saison dernière. Et d'ailleurs, je pense que ils sont pas dans la même conférence, les deux équipes. Si, ils sont dans la même Si. conférence, mais leur match ne Depuis, compte pas pour la conférence. depuis cette année. Ok. Ouais, depuis Oui, cette depuis année, cette ouais. année. Non, mais ma question, c'est est-ce qu'ils peuvent se jouer en match de conférence, en Alors, finale de conférence? oui, oui, bien sûr. Ils pourront se jouer effectivement, puisque le match Army-Navy ne compte pas, donc il se joue la semaine d'après, mais on peut avoir un double match en fait. C'est ça, La c'est ce finale que de conférence et la semaine d'après le America's Game. c'est Ouais. ça. Et potentiellement même bah non, ils peuvent pas se jouer en college playoff. Euh, non, Ah bah non. ils peuvent si le perdant de la finale est repêché dans les at large. Ouais, c'est Ouais. ça. Je pense pas. Je pense pas qu'il Ouais, sera il repêché Non, le non, faudrait perdant. que les c'est deux ça. soient invaincus et une défaite, quoi. Tu Ouais, et sais, puis c'est il quoi la soit particularité de considéré ces dans deux les 12 programmes? meilleures équipes. Ouais. C'est que Army et Navy affronteront à Notre-Dame cette année, Ouais, Les deux? les ouais. deux. Ah ouais. Mais attention, je pense que une des deux équipes peut réussir à accrocher une victoire contre Notre-Dame. Ouais, il y a Ouais, moyen. c'est possible. Parce qu'ils sont très très chauds, les deux Navy Army. Je les avais mis un peu de côté à 18h pour regarder un peu. Ils ont vite déroulé sur leurs adversaires. Hein. Ah, t'es un vrai fan de college football hein, pour regarder de la triple option. Bah, en fait, je regarde parce que, tu sais, pour le podcast G5, puisque, en fait, Ouais, non, mais les deux équipes sont apparues. Les deux équipes sont apparues dans le paysage des mecs qui pourraient aller en playoff. Parce que j'avoue qu'en début de saison, on pensait pas vraiment qu'ils allaient être dans la course. Mais maintenant qu'ils y sont, bah, j'essaye de regarder un petit peu. Et Army, c'est vraiment de la pure triple option pour le coup, mais Navy joue avec des screens et compagnie. Il y a un ouais, peu plus de mais passes. Après, c'est des c'est passes vrai. de 2 yards qui terminent en 70 yards, quoi, mais Navy, c'est toujours un petit peu plus libertaire. Navy Comme infanterie. a dérouillé Air Force, mais bon, on en reviendra nous dans le podcast G5. Mais en tout cas, oui, ils peuvent s'affronter en finale de conférence les deux, et la semaine d'après, America's Game. Donc ça va être. Après, on verra, parce qu'il y a... c'est pas encore fait. Autre upset, c'est Louisville, classé 22e, qui a perdu à domicile face à SMU. C'est une deuxième défaite consécutive pour les Cardinals après celle de la semaine précédente face à Notre-Dame. Et c'est l'occasion pour nous de s'attarder un petit peu sur SMU qui, malgré en début septembre sa défaite contre BYU 18-15, et ben maintenant enchaîne depuis 3 semaines avec TCU, Florida State et Louisville au terrain de chasse, au tableau de chasse, pardon, avec une attaque qui marche du tonnerre, même si
les Mustangs de Rhett Lashlee, l'ancien coordinateur offensif de Miami, a benché Preston Stone. Vous savez, Preston Stone, c'est un ancien bon quarterback 4 étoiles qui avait choisi de rester à Dallas plutôt que de partir dans le Power 5, bien que SMU aujourd'hui soit dans le Power 4 vu que les Mustangs sont en ACC. C'est Kevin Jennings, un quarterback slash running back, disons-le, qui a été assez bon en lançant 280 yards avec 21 passes complétées sur 27 et 113 yards en 10 courses au niveau du sol. SMU, du coup, maintenant, si je me trompe pas, est premier d'ACC, est premier de la conférence, et c'est clairement une place en finale de conférence qui va jouer cette année pour les Mustangs. Ouais, ils sont premiers à égalité avec les Hurricanes de Miami du coup. Et ils enchaînent les très gros matchs et ils enchaînent les matchs avec beaucoup de scoring parce que à part le match contre BYU, ils marquent 15 points. Ils sont au-dessus des 30 points. Ils sont au-dessus des 30 points à chaque match. Ils ont mis 66 à TCU, 42 à Florida State. Donc franchement, cette équipe de SMU est surprenante. Avec une suite de calendrier qui paraît plutôt abordable. Stanford, Duke, Pittsburgh, Boston College, Virginia et California. Je pense que les fans très riches de SMU commencent à avoir de beaux espoirs. Après, il faudra confirmer. On disait pareil de Louisville la semaine précédente ou d'autres programmes encore. Et on voit que l'année 2024 de college football nous réserve chaque semaine sur l'autre surprise. Mais je ne serais pas étonné de voir SMU aller très très loin en ACC. Et d'ailleurs, ça montre à quel point l'ACC est ouverte cette année, parce que là, en équipe invaincue, bon après, vous allez me dire, il n'y a eu que 2, 3 ou 4 matchs de conférence selon les programmes, mais Miami, Pittsburgh, SMU, Clemson et Virginia sont toujours invaincus en conférence, et ces programmes paraissent, je trouve, en mesure d'aller chercher une finale de conférence, et ça, pour le coup, c'est très très intéressant. Ouais, c'est ouvert, c'est ouvert. Et SMU, on verra jusqu'où ça ira, mais c'est vrai que pour l'instant, ils font un bon début de saison. Ils sont vraiment. En plus, la défaite contre BYU chaque semaine me prend encore plus de qualité puisque BYU continue de faire son bonhomme de chemin. Et je connaissais pas ce QB du coup Kevin Jennings parce que je suis passé du coup sur le SMU Louisville sur ce slate là parce que bon Texas A&M est en train de déchirer Missouri et ce gars-là Kevin Jennings il est pas mal hein. C'est vrai que bon il a ce côté un peu plus running back que QB on peut dire mais il a fait un bon match aussi à la passe quand même. Donc à surveiller dans les semaines à venir voir comment le joueur va se développer pour les Mustangs. Et puis surtout ils ont de la chance de pas avoir les deux ogres de la conf que sont Miami. Alors Miami, va falloir qu'on en parle aussi, mais bon, ça viendra après. Et Clemson surtout, qui est techniquement le premier de la conf, puisque c'est la seule équipe de À 3 ACC victoires. à être à 3-0, voilà. Mais non, ils ont cette chance du calendrier, et je pense qu'on parle souvent d'équipes qui ont les étoiles qui s'alignent, on va dire. Et je pense qu'il faut que SMU réussisse à profiter de ce calendrier qui est un peu plus clément, on va dire. Même si, comme tu l'as souligné, Gus ou Maxence, je sais plus, que vu la saison 2024 qu'on vit, est-ce qu'il y a vraiment de calendrier plus clément On ne sait pas. C'est beaucoup plus ouvert que jamais. Donc même tu vois, même un dernier match de saison contre Cal ou un avant-dernier à Virginia, ça peut être piège pour une équipe qui arrive encore invaincue à ce niveau-là. Et puis, on a remarqué que les équipes, avec les réalignements qui se déplaçaient beaucoup, perdaient souvent leurs rencontres cette année, mais de manière quasiment systématique, si on retire la victoire de Miami à Berkeley. Donc peut-être que si SMU se déplace, j'ai plus le calendrier sous les yeux, mais Ils reçoivent Cal. est-ce qu'ils se déplacent, Non, par exemple, ils se loin en déplacent ACC? ils se déplacent à Stanford le week-end prochain. Après, ils Ouais, sont au ça, Texas, ouais, donc ils ils sont au sont un peu au Texas, Oui, milieu. c'est vrai qu'ils sont un peu, oui. Ils sont un peu au milieu. ouais, mais Mais ça fait tous les week-ends des déplacements assez longs quand même. Il y a une moyenne qui est plus longue que les autres programmes. ah oui, mais c'est sûr que oui. Par Mm. rapport à du Wake Forest qui va aller jouer à Duke ou à Virginia, là effectivement, le bilan carbone ne doit pas être très bon.
Oh bah, tu sais, la fac de SMU, comme tu le sais bien, Maxence, je t'apprends bien, Ah, est les une boosters, fac hein. financée par des boosters qui sont des manias du pétrole. The Pony Express, je vous laisse aller voir Wikipédia, peut-être qu'on en fera un épisode un jour. C'est une fac qui est connue aux yeux des fans de college football pour ça, pour le pétrole, et pour la Nile avant l'heure, 40 ans avant, dans les années 80. Autre upset, et celui-là est magnifique. Quel match! Alors, j'ai adoré regarder le résumé. Je pense que ça a été mon résumé préféré de la soirée, parce que j'adore l'énergie qui se dégage autour de Minnesota et de PG Fleck. C'est la victoire de Minnesota face à USC, classé 11e à la People, 24-17. Euh, et bon, au-delà évidemment de la victoire qui est très importante pour Minnesota, d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est la première victoire des Golden Gophers face aux Trojans depuis 1955. Ça remonte. Ça vient récompenser l'audace de PJ Fleck, le head coach, qui, dans la dernière minute du match, a préféré jouer le touchdown sur la 4e tentative plutôt que field goal. Évidemment, il craignait l'attaque des Trojans et de Lincoln Riley, capable de remonter 75 yards en quelques secondes seulement. Et d'ailleurs, il s'y est pas trompé, puisque c'est ce qu'a fait USC, jusqu'à ce que Miller, le quarterback, soit intercepté par Coy Parrish, un true freshman originaire de l'État et deuxième meilleur recrue de l'histoire des Golden Gophers, qui a réalisé une interception magnifique qui a permis de sceller le sort de la rencontre. Et au final, ça fait une très très belle victoire pour Minnesota, qui pourtant, les Golden Gophers ne font pas un bon début de saison. La défaite à domicile face à North Carolina qui est putride cette année, la défaite face à Iowa et celle face à Michigan. Minnesota était seulement sur 2 victoires face à Rhode Island et Nevada. J'ai beau aimer Nevada, ça reste avec Rhode Island 2 mauvaises équipes et c'est une victoire au final, quand tu regardes ce bilan-là, qui fait vraiment tâche dans le bilan de USC. Qu'est-ce que vous en pensez? Très clairement. Très clairement. USC qui tarde à confirmer ce qu'on attend d'eux, je trouve. Je pense qu'il y a trop de lacunes dans cette équipe. Et toutes les semaines, il y a quelque chose qui nous le rappelle. Et en fait, on n'a pas vraiment de constance de la part de USC. Et on l'avait dit avant la saison et on en avait beaucoup parlé la saison précédente. On avait dit que USC était pas prêt pour le Big Ten football. Qu'ils avaient pas forcément les lignes pour, que c'était des conditions particulières, que c'était un type de football particulier. Et là, USC qui est passé, s'il va de vie, ils sont plus classés cette semaine. Hein. Ils sont passés de classé 11e à unranked après cette défaite à Minnesota. Je sais pas, quand je regarde USC, j'ai aucune confiance dans ce qu'ils font. T'as une semaine, ils vont être flashy, et puis l'autre semaine, ils vont se faire taper par Minnesota, parce que là, 24-17, certes, ça se joue sur un QB sneak à un peu plus d'une minute de la fin, je crois. D'ailleurs, statistiquement, le match est relativement drôle parce que Brosmer fait un très bon match à la passe. Il finit à 15 sur 19, 169 yards, mais 0 TD, 0 interception. Et c'est lui qui marque les 3 TD de Minnesota. Les stats à la course de Brosmer, c'est 7 courses, 14 yards, 3 TD. Voilà. Donc c'est que des trucs en proche goal line, voire je crois qu'il y a peut-être 2 QB sneak, dont le dernier, si j'ai pas de bêtises. Donc c'était un match qui a été mené, encore une fois, tu parlais de PJ Fleck en en intro pour cette équipe, je pense que c'est aussi à souligner. Excellent coach, j'adore ce qu'il fait avec Minnesota, parce que voilà, faut le dire, c'est pas non plus le pool de recrutement le plus élevé du pays. Pour du Et il fait football, ouais. Pour du oui, bah hockey, oui, par contre, ouais, bah pour du hockey, oui, on passe le bonjour à Vikings France enfin non, à Gophers France d'ailleurs, ouais. qui parle souvent des équipes de hockey de Minnesota, mais en football, effectivement, c'est un peu différent. Et non, J'ai compris, Kevin. oui, oui, on s'est compris, bien sûr, on se sait. Mais non, j'aime bien ce que fait PJ Fleck. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il construit, et c'est une vraie victoire de prestige contre USC, parce que nouvelle arrivant ou pas, prêt pour le Big Ten ou pas, ça reste quand même USC, ça reste quand même l'équipe de classée 11e du pays. Bien sûr. Et Et pour moi, il n'y a pas vraiment de. Je sais qu'il y a eu potentiellement des contestations sur le dernier. Pour moi, le dernier TD est surtout une énorme erreur arbitrale contre Minnesota. Parce que pour moi, autant le troisième down, c'est très très compliqué de juger quoi que ce soit. Autant la quatrième, pour moi, c'est flagrant à l'œil nu
que Brosmer croise la ligne et rentre dans la end zone. Et je comprends pas comment le call sur le terrain peut être non touchdown. On a vu que PJ Fleck était absolument, je sais même pas comment décrire son état sur la sideline quand il a entendu le call de no touchdown. Il a Et jeté puis son les casque chauves, par ça se voit terre. vite, hein. Oui, c'est le crâne devient rouge très vite et c'est pas à cause du froid. Donc non, c'est cool. Et comme tu le dis, c'est ce portage de Coronès aussi qui fait du bien dans le college football où Ouais. on a beaucoup de coachs qui jouent pour ne pas perdre. Et ça j'aime bien la manière dont ils ont géré cette fin de match. Ouais. Welcome to the Big Ten West. Ouais. Et puis à la fin, C'est un peu ce qu'il disait sur USC. son ski Yuma était vraiment cool avec tout le monde en fusion, l'envahissement de terrain. Bref, c'était des belles Bah, images. en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'envahissement de terrain de la saison et là, ils sont tous. Ouais, exact. Cette semaine, il y en a eu plein, donc c'est cool Il aussi. y en a eu un à Colorado, il y en a peut-être eu Ouais. un à Cal, je crois. Ouais, mais j'ai pas le souvenir de trucs vraiment marquants. Mais Oui, là, voilà, ouais. mais bravo Minnesota. J'ai pas regardé le match, mais quand j'ai regardé le résultat le lendemain matin, c'était une vraie surprise, mais bonne surprise parce que ouais, comme tu dis, c'est un programme qui est sympathique. Minnesota et un coach qui livre. T'as envie de le suivre, ce mec, quoi. C'est vrai que pour le coup, ça a l'air d'être un bon gars. Ça Mm. a l'air d'être un bon coach aussi. C'est Et pas lui qui avait fait un truc encore avec un fan encore une handicapé. chose à... Pardon? C'est pas lui qui avait fait un truc avec un fan handicapé aussi. Ouais, après, ils le Je font. me sens que j'ai vu une vidéo comme ça il y a 2-3 Mm. saisons, enfin, où je m'étais fait la remarque que ce gars-là avait l'air vraiment très cool en tant qu'être humain. Et on sait qu'il y a des coachs qui sont des vraies merdes humaines. Donc ça fait Ah plaisir. ouais, dans le collège football, on peut se faire une petite liste à l'après-vert, si tu veux. Hugh Freeze, Est-ce que vous voulez qu'on fasse rentrer Baptiste dans la discussion qui nous parle de Hugh Freeze? Mais non, mais en plus, il y a une petite, Advise, ouais. Jeff En plus, Levy. il y a une petite hype autour de Minnesota en ce moment en période électorale avec Tim Walz qui est beaucoup, qui est un Ah, peu c'est vrai plus qu'il est médiatique. gouverneur là-bas, c'est ça? Voilà, il est gouverneur du Minnesota et alors c'est un mec qui suit quand même les équipes de sport de l'État, mais qui est maintenant plus médiatisé vu qu'il va voir les matchs, il fait des trucs comme ça. Donc Ancien coach de lycée d'ailleurs, en collège, en football. c'est ça. Il a été 40 ans assistant coach en high school. Il y a une belle image de lui où il fait un câlin à la mascotte des Ouais, Golden ouais, ouais. Gophers. Bon, non, je parlerai pas politique, je m'abstiens. Mais C'est pas l'endroit. c'était bien lui. Oui, c'était lui. Oui, Alors, c'était pas sur ce match-là, c'était le match d'avant où il était le présent, match d'avant. Ouais. où il fait le gros câlin à la mascotte qui a été Non, mais relayé pas mal que je sur me les réseaux trompe pas sociaux. de colistier, quoi. Non, non. Non. Non, et puis comment dire? Et puis la mascotte de Minnesota est assez drôle aussi. Ça fait partie aussi des Ouais. meilleures mascottes du college football. Mm. Donc c'est assez drôle là. Et puis oui, de là ce que tu vois, comment il s'appelle, J.D. Vance aller faire un câlin à une mascotte sur un terrain de foot, t'as du temps, je pense. C'est pas le même genre de Bon, bonhomme. allez, passons au match suivant. C'était à Seattle, la revanche de la finale nationale 2023 entre Michigan et Washington. Et c'est Washington qui s'est vengé 27-17 face aux Wolverines qui étaient classés 10e à l'Epipole et qui ont encore changé de quarterback en faisant rentrer un troisième cette saison. C'est Jack Tuttle qui était à Indiana notamment, qui a passé 4 ou 3 ans là-bas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il est tellement vieux qu'il est de la même année que Chris Olave, le receveur des Saints, qui entame sa troisième saison en NFL. C'est les joies de la saison Covid. Mais si ce match-là, évidemment, était sur le papier la revanche de la finale nationale, c'est passé comme under the radar parce que sur le terrain, il y avait seulement 9 joueurs titulaires de la finale qui l'étaient ce week-end. Alors bien évidemment, on peut s'y attendre parce que beaucoup sont partis en NFL, à commencer par Michael Penix, qui d'ailleurs était dans les tribunes. C'était une belle image, ça aussi. Mais aussi parce que les 2, j'allais dire coordinateurs, non, les 2 head coach sont aussi partis. Kalen DeBoer, qui était le head coach de Washington, est parti à Alabama et Jim Harbaugh est parti chez les Chargers en NFL. Donc c'est un match qui n'avait pas la même saveur évidemment que cette finale, mais dans les faits, Washington bat toujours une équipe du top 10 et je pars du principe qu'il n'y a pas de petite victoire. Du moins, je pense que c'est aussi une histoire de respect du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, on peut pas, sous prétexte que le match de l'année précédente était plus important, donner moins de crédit à celle-là.
parce que par la force des choses, évidemment qu'elle a moins de crédit, c'est pas la finale nationale, mais tu bats quand même une équipe du top 10. Après un début de saison qui a quand même été assez compliqué pour Washington, avec 2 défaites, dont celle de la semaine dernière face à Rutgers, et ben voilà, c'est un beau message envoyé aux fans qui voilà, pourront croire à d'autres choses sur cette fin de saison. J'aimerais mettre en exergue la défense des Huskies qui a limité Michigan à 287 yards. Alors, ça peut peut-être 287 yards paraître être une marque raisonnable parce que Michigan a beaucoup de mal à lancer le ballon. Ça a été encore le cas aujourd'hui avec seulement 98 yards samedi pour Jack Tuttle. Mais elle a aussi provoqué 2 turnovers. Et c'est une défense qui est emmenée par le fils de Bill Belichick, le coordinateur défensif, Steve Belichick. Bravo Washington. Est-ce que ça vous va si on passe au prochain sujet qui n'est pas un match parce que ça fait déjà 55 minutes de podcast, il y a tellement de choses à dire sur cette semaine. Juste en parlant des fils de coach NFL, si je dis pas de bêtises, leur coach défensif c'est le fils Belichick, mais leur coach offensif c'est le fils de Pete Carroll, si je ne me trompe pas. Donc ils ont un coaching staff qui est très un bon linéage, on va dire, à ce niveau-là. Et même si encore une fois, je trouve vraiment pas Michigan très très folichon et ça n'enlève en rien la victoire de Washington. Bien sûr. Je suis toujours pas, pour moi, comme je parle souvent du QB play, Michigan tombe encore sous cet arc-là. Je trouve que le QB play est trop décevant. Quand tu fais jouer un troisième QB pour l'année, je pense que c'est clairement pas C'est quoi le projet? la recette pour une équipe. Voilà, c'est ça. T'as pas de projet, t'es censé être une équipe du top 10. Là, il drop à la 24e ou 25e place carrément. 24e, ouais. Juste devant SMU. Non, désolé. Juste à noter, Denzel Boston, le receveur de UW. On parle beaucoup des receveurs freshman de cette année, mais lui, il est sophomore, il fait 6-4. Il a marqué son 8e TD de la saison samedi. Donc, tu parlais de under de radar tout à l'heure. Il fait un sacré début de saison pour eux, un peu dans la lignée de l'offense de UW de l'année dernière avec les Jalin Polk, les Rome Odunze. Donc à suivre aussi la suite de la saison de Denzel Boston. Merci Kevin. Je vous propose qu'on... Ouais, après moi rien à rajouter sur j'avoue, ce match c'était complètement passé inaperçu pour moi parce que les 2 programmes sont un peu moins en devant et puis Michigan, ouais, comme dit Kevin, enfin ouais, comme je dis aussi, c'est quoi le projet? J'arrive pas trop à savoir où veut aller Michigan. Leur coach, on dirait qu'il est là, mais il est au courant qu'il est juste là pour faire l'intérim, on dirait encore un peu. ouais. Je sais pas. Je sais pas, Michigan, je pense que ça va rapidement sortir du top 25. Oui, ça fait plus trop de doute maintenant. Ce qu'il faut, voilà, c'est assurer une saison digne après la magnifique année 2023 qui les a couronnés champions national. Ashton Jeanty, front-runner du Iceman, question rhétorique ou question qui mérite non, c'est que je vois pas pourquoi on parle de... Non, surtout, je vois pas pourquoi on parle de front-runner. J'avais la discussion avec Guigui ce week-end, c'est qu'en fait, il y a pas débat. Voilà, tu veux mettre qui d'autre? Très honnêtement, il y a qui d'autre dans la conversation? Ça parle de Travis Hunter, mais voilà. Pour moi, il est derrière. Voilà, à part Travis, enfin, je me dis à quel moment tu peux mettre un mec qui n'a pas ses stats. Ouais, alors Cam Ward, depuis 2 matchs, je suis de moins en moins convaincu. Ah, mais moi qui en fait, j'ai même pas envie de parler de Travis Hunter et Cam Ward. J'ai envie de parler d'Ashton Jeanty. Ouais. Quand tu regardes ses statistiques, non, je suis d'accord. Pourquoi tu parles en fait, on parle du reste, c'est ça, tu vois, je suis d'accord aussi. Pour moi, il n'y a même pas de question de reste en fait. Pour moi, alors c'est ce que aiment bien dire les Américains, c'est qu'en gros, c'est le Iceman, c'est à lui de le perdre entre guillemets. Ce qui veut dire que soyons honnêtes, il a déjà le Iceman entre les mains et il y a que lui ou disons son cordeau offensif, s'il lui fait une Oli Gordon, qui peut lui faire perdre le Iceman. Parce qu'on est sur des stats, quand vous regardez les stats de Barry Sanders qui sont presque difficilement atteignables en mode freshman sur College Football 25. Ouais, vas-y, amuse-toi. Hein. C'est pour ceux qui c'est assez énorme. Hein. Après 5 matchs, Ashton Jeanty, en 95 portées, est à 1031 yards et 16 touchdowns. En 1988, Barry Sanders avec Oklahoma State, le grand Barry Sanders,
était à 130 portées, donc 35 de plus pour 1002 yards. Ça fait une trentaine de yards en moins. Et 19 touchdowns, ça en fait 3 de plus en revanche. Ce qui fait que sur un total de 13 matchs cette saison, Ashton Jeanty serait sur 267 portées, 2681 yards pour 42 touchdowns et il passerait devant les 344 portées, 2628 yards et 37 touchdowns de Barry Sanders, évidemment s'il garde cette allure-là. Mais ce qui est encore plus impressionnant, et c'est ce dont tu avais parlé, Kevin, c'est cette stat, mais qui est complètement folle, c'est il est à 11 yards de moyenne par portée. Ouais, Et s'il fait une course de 10 yards, il fait baisser sa moyenne. C'est ça. Mais c'est même c'est ça. S'il finit sa saison en ne faisant que des courses de 10 yards, ça fait baisser sa moyenne. En fait, je sais pas si on se rend compte. Non, c'est absurde. Et il va les Après chercher. un hein. match, oui. Ah oui, non, mais il est à quoi? Il est à, Quand tu regardes les vidéos, il va les chercher. C'est pas Et, ouvert. il a 9 courses de plus de 40 yards ou un truc comme ça, je crois. et Barry Sanders n'a pas, je sais pas si Barry Sanders a passé demi-temps sur le banc. Parce que Ashton Jeanty fait ces stats-là en ayant eu 2 mi-temps sur le banc. Parce C'est que laquelle la deuxième? Et là, ce match-là contre Utah State, il ne contre joue Utah pas State aussi. il ne joue Ok. pas la deuxième mi-temps. D'accord. Donc il est à 16 TD en 16 cartons. C'est ça, en 4 matchs. Ouais, c'est ça. Putain. Et sachant qu'il y avait un match en plus contre Portland State où il aurait largement pu aller chercher encore des dingueries et au Utah State aussi. Puis ce qui est fou, c'est premier play, 75 yards. C'est vraiment. Mais C'est ça, c'est bien. absurde. Tu parlais du coordinateur offensif. Oui, C'est bien il qu'ils ne le fassent pas jouer, là, qu'ils ne prennent pas de risque à le blesser pour n'importe quoi. En plus, Boise State a l'air de faire comme une bonne saison. Vous pourrez écouter l'épisode consacré Group of Five avec Maxence Et on parle de frontrunner Iceman, machin, Boise State, et le frontrunner aussi pour la place en playoff. Puisque c'est l'équipe la mieux classée actuellement voilà, et dans puis le top les 25. Broncos ont besoin d'avoir un Ashton Jeanty en forme. C'est clair. Et autre statistique, vous allez me dire ce que vous en pensez. Jeanty a 9 courses de plus de 40 yards. Et cette année, en 2024, il n'y a aucune équipe du pays qui a plus de 9 courses de 40 yards. Donc, avec tous les running backs cumulés, quarterback, etc. Ça, c'est ouf aussi. Non, mais j'aime bien ce qu'a dit Kevin. C'est même quand tu joues freshman, en mode freshman sur EA College Football, tu n'arrives pas à avoir ces stats. Genre, c'est absurde. C'est vraiment c'est un adulte contre des enfants tous les week-ends. C'est absurde sa saison et on va voir jusqu'où ça va aller. Mais maintenant, je pense qu'on est tous dans le train Ashton Jeanty actuellement et on espère qu'il va aller le plus loin possible, quoi. Et d'ailleurs, on peut aussi comparer avec les 3 derniers running backs vainqueurs du Iceman. C'est une infographie de Fox College Football, qui sont évidemment, comme vous le savez, Derrick Henry, Mark Ingram et Reggie Bush, respectivement en 2015, 2009 et 2005. Derrick Henry, au bout de 5 matchs, était à 570 yards, Mark Ingram 487 et Reggie Bush à 601. Ashton Jeanty est à 1031, excusez du peu, il fait 2 fois mieux que ces 3 supra-légendes du college football. Je vous propose de passer au prochain match. Et là, oh là là, Dieu sait qu'il y a des choses à dire. C'est la victoire de Miami, classée 6e à la People, à Cal, à Berkeley. Alors, je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'on commence par le match, la première mi-temps de California, le stade de California, ou les 2 erreurs d'arbitrage directement? Dites-moi, allez, c'est vous qui décidez. Moi, je t'avoue que je suis assez dégoûté pour Cal parce que Cal fait Cal ne fait malheureusement pas un match complet. Ils disparaissent un peu sur cette deuxième mi-temps. Ils menaient que je dis pas de bêtises, ils menaient de 25 points dans le troisième quart-temps. Ils menaient encore de 20 points à l'entrée du quatrième quart-temps. Et ils ont un peu un meltdown dans le dernier quart-temps où ils disparaissent ou ce que font malheureusement beaucoup d'équipes, ce qui veut dire tu vas défendre en prevent et avec dans l'idée le but c'est juste de pas prendre de big play et de faire en sorte que l'équipe adverse utilise le plus de temps possible même s'ils vont marquer parce qu'on a 3 TD d'avance. Malheureusement cette stratégie n'a pas été gagnante pour Cal. Je m'énerve assez contre les équipes NFL qui le font, ou Dennis Allen et les Saints. Et moi, je trouve ça bête que tu limites une attaque comme Miami à 18 points sur 3 quarts-temps ou à 19 points, je sais plus.
en leur mettant la pression, en faisant des choses bien en défense, et qu'en fait tu lâches tout ça pour jouer de la prevent et pour jouer petit bras, voilà. Ça m'énerve royalement et ça me fait vraiment chier pour Cal parce que pour moi ils méritaient cette victoire. Non seulement pour leur saison qui est très très belle, mais pour tout ce qu'il y a autour. Comme tu le disais, c'est le stade, le Memorial Stadium qui était rempli. Enfin, moi qui ai vu un nombre de matchs à Cal quand ils étaient en Pac-12, voir le Memorial Stadium rempli, c'était pas arrivé depuis 2013 pour la réception d'Ohio State. Le match était de nuit, mais les fans étaient là depuis 5 heures du mat pour College Game Day. Ils ont même passé les portes avant l'ouverture officielle. Enfin, il y a une atmosphère autour de cette équipe qui est assez phénoménale. Et alors, encore une fois, vous me connaissez, je suis le premier à parler d'erreurs d'arbitrage et à chier sur les arbitres quand il le faut. Autant quand tu mènes de 20 points, il y a aussi des choses à dire 25 là-dessus. même. Voilà, même 25 25. dans le troisième quart-temps, ouais. Donc effectivement, il y a des choses à dire, mais je suis dégoûté parce que si tu parles de, on sait comment c'est maintenant avec les réseaux sociaux, avec avec les screenshots, avec les ultra slow-mo, tu peux toujours aller chercher du détail et tout. Le targeting qui n'est pas flagué contre Mendoza sur le dernier drive de Cal, faut savoir que il court en 3e et 15, il gagne 5 yards. Hein. Si les arbitres flaguent le targeting, c'est une première automatique et je pense que Cal fait tourner le chrono jusqu'à la fin, à moins d'un turnover, mais le match est plus ou moins fini. Le fait que ce soit un targeting appelé sur le terrain, d'accord, il soit review et annulé par la vidéo, il veut dire exactement comme la semaine précédente, le Elmery, c'était quoi? C'était Virginia Tech? Ouais, Oui, c'était Virginia Tech. il y Ouais. a quelques Virginia semaines, Tech, ouais. de la même manière que le review center de la SEC, dont il va vraiment falloir qu'on parle très sérieusement, parce que à ce niveau-là, je pense que c'est pas de l'incompétence. Autant je peux être gentil quand il s'agit d'erreurs humaines, je veux bien comprendre cette excuse de oui, mais les arbitres en temps réel, blablabla. Si on se fait chier à avoir des reviews, c'est pas pour c'est pas pour les chiens. Je suis désolé, mais tu peux pas Tu en, veux dire que la ACC est en ah, train de pour push moi, une équipe pour mais avoir. moi, je le dis très clairement. Moi, je le dis très clairement que la SEC, ils savent qu'ils sont dans la merde, que leur conférence ressemble à rien depuis des années et que commercialement, ils sont obligés d'avoir une équipe très bien placée. Cette année, c'est Miami. Les 2 derniers matchs prouvent pour moi, parce que encore une fois, quand c'est en temps réel, un holding comme ça que tu vas pouvoir flaguer à discretos ou comme sur leur dernier touchdown, effectivement, les deux linemen qui sont à 5 yards du ballon, tu peux dire, oh bah je l'ai pas vu. Je suis désolé, mais quand tu as un replay avec un targeting qui est, si tu mets la vidéo, tu le mets dans le rulebook à côté de la définition de targeting, en fait, tu peux pas faire plus targeting que ça. Je comprends pas comment tu peux overturn un call de cette manière. Et pour moi, je suis désolé, je vais pas faire mon conspirationniste ou quoi, mais pour moi, ces 2 derniers matchs, c'est la SEC qui décide de garder Miami invaincu. Je vois pas autrement, je peux pas comprendre comment. C'est quoi, vas-y, je vais mettre un bémol sur le dernier match avec aussi peu d'angles vidéo qui étaient aussi suspects, je veux bien plus ou moins comprendre. Et encore, quoique overturn le call à 100%, pour moi, c'est dégueulasse. Là, honnêtement, je suis scandalisé. Je suis scandalisé parce qu'encore une fois, pour moi, la vidéo, c'est l'avenir du sport. Et je suis coach et j'ai une de mes phrases préférées qui est la vidéo ne ment pas. Pour moi, la vidéo ne ment pas avec les joueurs pendant un match ou pendant un entraînement, mais la vidéo ne ment pas pour les arbitres non plus. Et le fait que là, très clairement, pour moi, c'est pas des arbitres qui interprètent les images sur le terrain, c'est des arbitres qui interprètent, je sais même pas quoi, qui interprètent Ouais. ce qu'ils veulent. Et moi, je suis désolé, mais le review center de la SEC a des comptes à rendre et je suis même étonné qu'il n'y ait pas d'autre chose. Quand on voit la Big Ten qui a pris des décisions sur les mécaniques après l'onside kick foiré arbitralement de Minnesota-Michigan de la semaine précédente, où ils se sont tellement fait chier dessus qu'ils ont pris des décisions en mode bah, on va changer la position des arbitres pour pas que ça se reproduise et tout. Là, il y a la SEC qui passe vraiment entre les gouttes, et même je comprends pas qu'il n'y ait pas un plus gros scandale autour de ça parce qu'encore une fois, c'est Minnesota, Michigan, c'est des arbitres sur le terrain. Là, c'est des reviews en fait. C'est des mecs qui regardent les images pendant 5 minutes et qui se disent on est à 100% sûr que c'est pas un targeting, alors que le mec il lui met la couronne du casque dans la tempe sans engager les bras. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Je suis désolé Non, mais d'être énervé comme ça. t'as Juste raison. Moi, j'ai. l'arbitrage, c'est un peu mon cheval de bataille. Et honnêtement, je trouve que, comme on disait avec Val, dernièrement, c'est de pire en pire chaque année. Mais le problème, c'est que si les reviews vidéo
a posteriori sont aussi merdiques que les calls sur le terrain, le sport ne pourra pas avancer. Je suis brutalement honnête avec ça. Je suis complètement d'accord avec toi, hein. Quand j'ai regardé le replay, j'étais choqué de voir que ça n'avait pas été sifflé. Et puis en plus, les commentateurs, sur le replay, tu les entends parler, te disent vraiment non, mais c'est sûr, ça va être sifflé avec targeting et tout, c'est impossible, machin. Puis du coup, avec le montage, juste derrière, tu vois la décision de l'arbitre. Enfin, t'as un effet un peu comique de ah bah vous pensez qu'on n'allait pas le faire, bah on l'a fait. C'est vrai que bah du coup, ça garde Miami dans le match, ça leur permet de gagner derrière. Après, comme tu as bien dit aussi, California a baisser les bras en quatrième quart-temps ou en tout cas à jouer avec la peur au ventre, la peur de. Ils prennent un drive de 92 yards, hein, si j'ai pas de bêtises. Hein. Le winning Ouais, drive de Miami, il fait 92 yards quand même. En oui, une oui. Avec un big play pour Restrepo, il a fait un Restrepo, ouais. match aussi, il faut Ouais. en parler, il a Pour le fait un premier. super match. Ouais. Non, parce qu'en fait, si tu enlèves ces 2 erreurs tragiques d'arbitrage, Après, le targeting euh, joue. Pour moi, si le targeting est sifflé, California gagne le match. C'est ça le bien truc. sûr, mais je parle avant ça, il y a une vraie remontée quand même qui est réalisée par Miami et Cam Oui, Ward, bien et sûr. ça vient un peu ça vient gâcher tout ça, quoi. Et c'est vrai que Ouais, c'est ça. là, c'est trop gros, là, la tâche est trop grosse, ouais. Parce que Cam Ward, on pourra dire ce qu'on veut ou tout, bah il est quand même à l'origine quand même de ce comeback aussi en attaque, tu vois, il lâche pas, il est Ah, mais compétitif, complètement, il y hein. va. Le touchdown qu'il marque là sur sa course où il voit il a pas de solution à la passe, il part tout seul faire les quoi, une dizaine de yards qu'il sait pas du touchdown, il y va direct. On peut pas lui enlever qu'il il lâche rien. Maintenant, c'est caché par ce. Ouais, comme tu dis, moi je te rejoins, Kevin. Je pense que la SEC bah, c'est un peu le truc avec des conférences Avec privées qui ont aussi un agenda à remplir. Hein, et Non, mais il y a des trucs. il y a une vibe Florida State l'an dernier, vous trouvez pas? Ouais, après, c'était moins flagrant Florida State. Ah, ça a gueulé sur plusieurs matchs, hein, Mais oui, on quand s'y ça joue à retrouve aussi. rien. Kevin, le match face à C'était un peu Louisville? de la même façon que c'était face à Louisville? Je sais plus. Et il y en avait eu plusieurs, il faudrait vérifier, mais c'est comme tu entends Kevin, là, le Arizona State contre je sais pas qui là, ou Non, ça me dit rien. contre Colorado, USC à la fin, Après, la Arizona State SEC a besoin s'est d'exister. baisé. Hein. Mm. Dans l'heure actuelle de college football, avec une Big Ten et une Southeastern Conference qui deviennent de plus en plus fortes chaque année, avec Clemson et Florida State qui veulent se barrer tous les ans, la SEC a besoin de Et puis la Big Ten qui veulent 4 places automatiques. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as la besoin SEC a besoin d'avoir, de pousser un agenda en disant ouais mais regardez on a t'as aussi une besoin équipe d'avoir des grosses invaincue équipes, ouais. machin un truc. Mm. Donc je pense qu'il y a de ça aussi parce que je vois pas en fait comme dit Kevin, je vois pas comment des arbitres honnêtes peuvent reverse le call du targeting, genre c'est pas possible. Ouais. Et bah, tu sais quoi? Et c'est arrivé. Je vais te je vais te trash talk un petit peu, Maxence. 2 équipes qui ne sont Attends, pas parce que au je voulais juste finir juste sur parce que du coup mon micro était coupé quand je voulais lancer tout à l'heure. Le College Game Day était génial. Et bravo à Cal et ce qui se passe autour du programme est cool et c'est tellement dommage qu'ils perdent ce match quand tu vois le scénario et tout. J'étais vraiment triste pour eux. Puis ça aurait amené encore plus de chaos mais continuer qu'algorithme, ça me fait mourir de rire à chaque fois. Il faut que ça continue et la chanson OT Go là exceptionnelle. OTT Go là elle est incroyable. avec Jayden Hunt. Ouais, maintenant vas-y. 2 équipes, Trash talk. non mais 2 équipes qui ne sont pas au cœur des agendas, de leurs conférences respectives, c'est UCF et Florida, qui nous offrent 2 débuts de saison mauvais. Mais là, dans ce match des 2 Ouais. mauvaises Florides, et ben, il y en a une de ces équipes qui a été plus mauvaise que l'autre, et c'est la tienne, Maxence, UCF. Tu sais que j'étais malade le samedi soir, comme j'avais dit au début du truc. Je suis resté parce que Vanderbilt m'a maintenu éveillé. Je dis, allez, vas-y, je vais regarder le match. Oh, je les ai tellement regrettés. Ça, c'est quel match de merde de la part de UCF. Franchement, bah oui, le début de saison, on commence en 3-0. Il y a cette remontée un peu miraculeuse contre TCU qui intervient. On s'est fait dérouiller la semaine dernière contre Colorado et j'avais dit à au dernier épisode que ce déplacement à Florida, bah, faut aller gagner parce que bah, la saison risque de partir en couille derrière et c'est vraiment l'impression que j'ai après ce match-là. Encore un rendez-vous raté pour UCF, encore un rendez-vous raté pour Gus Malzahn. Et moi, je suis pas mal sur des mecs sur Twitter de la fanbase UCF et tout. Ça commence vraiment à gueuler autour de Gus Malzahn et à remettre en cause sa place, ce qui est légitime parce que bah, ça commence à faire beaucoup de rendez-vous manqués depuis qu'il est arrivé. Le QB play, bah, Kevin en avait parlé.
un peu dans d'autres matchs, bah là encore, enfin, KJ Jefferson, c'est quoi le projet en fait? Pourtant, j'étais content quand on l'avait annoncé le transfert. J'étais en mode ah bah un QB de ACC, bon même si c'est pas le meilleur, machin, il a de l'expérience, il a un morphotype intéressant et tout, mais plus les matchs passent et plus j'en ai marre. J'en peux plus. Il est insipide. Des fois, t'as l'impression que même sur le terrain, il a pas envie d'être là. Enfin, voilà, c'est une vraie déception. Le play calling était, même moi, je pouvais deviner ce que l'équipe allait faire avant chaque play. Donc, je pense que Florida, c'est encore pire. Je pense qu'ils étaient prêts à nous recevoir. Ambiance incroyable à Gainesville. Vraiment super ambiance. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une ambiance comme ça à Gainesville. En plus, match de soir et tout. Il y a une rivalité un petit peu entre les deux programmes sur les réseaux, entre les fanbases et tout, parce que UCF, on est un peu le petit frère qui gueule très très fort. Bah là, ils nous ont remis à notre place. Il va falloir que l'équipe soit un peu plus humble. Va falloir améliorer la défense parce que le cover, ça fait 2 matchs de suite où on est trop passif, trop passif sur les plaquages aussi. Ça a raté beaucoup trop de plaquages. Le premier drive de Florida, combien de fois il y a des plaquages ratés qui leur permettent d'avancer et le drive a duré 9 minutes. Ils ont terminé sur un touchdown. Enfin voilà, UCF rate encore un gros match. La saison n'est pas finie hein, puisqu'il y a que 1-1 en conférence, donc l'équipe peut encore aller en finale de conférence. Mais vu les 2 dernières sorties, j'y crois pas. RJRV fait encore un match intéressant, mais il est très mal utilisé et il est utilisé sur des calls. En fait, tout le monde s'attend à ce qu'il va faire. Donc c'est à Gus Malzahn de trouver la solution pour varier un peu, mais bon, ça fait plusieurs saisons qu'on joue plus ou moins de la même façon. Et je suis triste pour Kobe Hudson, qui est sous-utilisé du coup. Alors que c'est un super receveur, mais bah, du coup, KJ Jefferson, on l'utilise beaucoup sur des petites passes et tout. Enfin, on peut sentir dans ma voix que je commence à être un peu saoulé de la façon dont la saison prend, la direction que la saison prend. Maintenant, on va voir la suite, parce que cette équipe est aussi capable de faire des matchs de fou, comme l'année dernière, mais j'aimerais qu'on termine sur autre chose qu'un bilan à l'équilibre. Mais là, ça se dirige pas trop vers ça. Et bravo à Florida qui, mine de rien, Enchaîne une troisième enchaîne. victoire consécutive après Ouais, ouais. Samford et Mississippi State. Ouais, Mais ouais, la non, semaine après, prochaine, ça c'était la sera partie de domicile. tableau facile, on va dire, mais ce Ouais. match contre UCF en début de saison, beaucoup de gens disaient ah, UCF peut faire l'exploit et tout. Bon, bah finalement, Ouais. Florida a fait le match qu'il fallait, ils ont été plus sérieux que nous. Graham Mertz fait le match, pas un match exceptionnel, mais il a fait le match qu'il fallait, tu vois, 19 passes sur 23 complétées, 179 yards. Chimerdic, le receveur, s'est bien amusé avec nos corners. Putain, Non, chimerdique. ouais, le nom est fou. Mais voilà, UCF, Désolé. je sais pas où on va. J'étais confiant avant le match contre Colorado. Bah, c'est fou, hein, le college football. Voilà, maintenant, je me dis Ah, ça que pardonne pas, hein. ça va vite, hein. Mm. Mais bon, Mais bref, ça va peut-être aussi aller vite pour Florida qui, oui. dès la semaine prochaine, affronte Tennessee et c'est là le début de l'enfer parce qu'après il y aura Georgia, Texas, Oklahoma, tout ça. Bref. Voilà, après, je sais pas, j'imagine que vous n'avez pas regardé ce match, mais Ah, je sais pas. Non, c'était pas un match à non. regarder. Il y a eu d'autres défaites et cette fois-ci des premières. C'est pour Duke, Rutgers et UNLV qui perdent leur invincibilité. C'est toujours compliqué à dire. Ouais, Duke hein, qui perd 24-14 face à Georgia Tech. Voilà, Georgia Tech qui aussi avait bien commencé la saison. Euh, les Yellow Jackets, toujours emmenés par leur excellent quarterback, le redneck préféré de Ryan et moi, Annie Kings. Rodgers aussi a perdu, malgré leur running back Monengai qui est toujours aussi impressionnant. Mais voilà, il y a cette petite scorie au niveau du poste de quarterback. Il y a un manque maintenant chez les Scarlet Knights qui est trop important. Kalak Manis n'est pas assez bon voilà, pour faire gagner cette équipe, surtout face à Nebraska. La preuve, il a encore lancé 2 interceptions. Et puis UNLV, on en avait parlé dans le 1-2-6, a perdu à domicile face à Syracuse dans un match très intéressant.
C'est aussi une 3e défaite consécutive pour Oklahoma State. On va pas épiloguer dessus. Là, cette fois-ci, c'était face à Western Virginia. Il y avait 24-0 à un moment dès la première mi-temps. Enfin bref, Oklahoma State, c'est vraiment pas ça cette année. Force à Baptiste, hein, dans le genre, ma saison a tourné d'un Mais là, coup. t'inquiète, il y a l'Olympique Lyonnais, ça va un petit peu mieux là, avec la victoire face aux Glasgow Rangers et ce Mais week-end. de toute façon, Baptiste l'a dit, son sport préféré, ça a toujours été le soccer féminin. Exactement. Donc, Oui, c'est il est vrai. en train de se rattraper sur. L'avantage, c'est que voilà, il a un programme qui est quand même bon dans le reste des autres sports. Il y a la saison de lutte qui va pas tarder à commencer, où là, par contre, il va vraiment pouvoir briller. Mais très très C'est une bonne décevant salle de Oklahoma sport State. en règle générale, Oklahoma State. Oui, Ils oui, sont oui, vraiment oui. forts. Mais moi, ce qui m'a choqué en fait, Oklahoma State, juste rapidement, c'est ils ont pas eu la balle en fait. J'ai West Virginia, ils tentent 16 passes, ils courent 65 fois, donc ils ont mon expert calcul mental, ils ont 81 jeux dans le match. Oklahoma State en a eu 45. Donc, enfin, ils ont pas eu la balle du match. Bowman toujours mid. Pour moi, c'est la définition du QB mid cette année. Tu vois, tous les matchs qu'on fait, soit il est à une passe au-dessus ou en dessous du 50%. Ça fait 3 matchs d'affilée. Enfin, 10 sur 19, 116 yards, 1 TD, 2 interceptions. Pour moi, il est mid. Voilà, pour moi, cette équipe, cette année, je vais pas dire que leur année est déjà finie, mais 3-3, vu l'homogénéité de la conférence, ça va être compliqué. Et est-ce Il que m'inspire Bowman, rien. Quoi? est-ce que Bowman est ton Spencer Petras de 2024? Honnêtement, je pense que j'avais j'en avais un autre aussi que j'aimais pas trop, que je me foutais de sa gueule, c'était Peyton Thorne, je crois, que j'aimais Ouais. bien clasher. En fait, je pense que Alan Bowman et Kaliakmanis de Rutgers, c'est un peu mes deux têtes de Turc, sans dédicace à Guigui. Euh, Vraiment, c'est les deux mecs qui, pour moi, tirent leur équipe vers l'arrière cette année. Alors, Bowman, il n'y Il a y en pas a que un lui, troisième. malheureusement. KJ Jefferson, tu peux le rajouter dans la liste. Ouais, mais alors KJ Jefferson, enfin l'avantage entre guillemets, c'est que je l'aimais déjà pas quand il était à Arkansas, donc pour le coup, voilà. Mais enfin Kaliakmani, je l'aimais pas non plus quand il était à Minnesota, tu me diras. Voilà, pour moi c'est peut-être voir malheureusement c'est un senior maintenant Bowman, pareil, c'est un mec qui a 24 ans, tu te dis bah vas-y, on se repose sur l'expérience. Ils ont Garrett Rangel qui est derrière, qui joue, qui est pas trop dégueulasse quand il rentre. Alors certes, il rentre dans des fins de match ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est pas le moment de se dire, bah, tu sais quoi, on est déjà à 3-3, on a encore des gros matchs dans le calendrier. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se foutre derrière un vieux QB qui va pas nous apporter une vraie plus-value? Là, ils ont Rangel qui est un sophomore qui est juste derrière. Est-ce que ça vaut pas le coup de lui donner plus de reps? Et moi, je dis ça parce que, encore une fois, j'ai mon agenda Oli Gordon, hein, vous le savez. Mais qui dit QB un peu plus jeune, dit peut-être un peu plus de courses pour Gordon, qui, pour moi, encore une fois, reste le centre de cette attaque. Et très clairement, quand je regarde Oklahoma State, première chose que je fais, c'est que je regarde la box score. Je regarde combien de fois Oli Gordon a couru et je peux savoir si Oklahoma State a gagné ou perdu. Bah, ça fait 3 matchs qui courent pas, 3 matchs qui perdent. Voilà, on va être clair là-dessus. Ça me rend triste pour lui parce qu'il se devait en fait d'avoir le rôle qu'a Ashton Genty cette année. Bon, dans C'est une moindre exactement ça. mesure, évidemment, mais Exactement ça. c'est assez triste. Texas Tech en tête de la Big 12 après sa victoire à Arizona. D'ailleurs, Texas Tech Big 12 est After Dark, le Alors retour. ça, par contre, je l'avais pas vu venir. Hein. Ouais, pareil. Texas Tech en tête de la Big 12 après la Week 6. exactement 3 Texas victoires Tech et qui 0 tape défaites. Arizona en plus. Arizona et Arizona State. Donc en fait, c'est la Borders, comment ils appellent ça? Ils ont remporté la Borders Cup avec Arizona, quoi. Avec l'État d'Arizona. Avec un gros match du running back Taj Brooks, 128 yards et 3 touchdowns. Texas Tech, c'est une équipe qui me prend toujours à contre-pied. Quand je pense qu'ils vont faire des belles choses, ben, ils font de la merde. Et quand je les attends pas, ils font des belles choses. Je pense que ça en dit plus sur moi et mes qualités d'analyse que sur le niveau de l'équipe. Mais voilà, content que ces Red Raiders me fassent, comment dire, me contredit dans mes takes d'avant-saison. Et aussi, la grosse histoire en ACC cette année, et même, je viens de dire, au niveau national, c'est Pitt. Pitt est toujours invaincu. Là, bon, c'était un match face à North Carolina. North Carolina qui est vraiment mauvais cette année, et d'ailleurs qui enchaîne une 3e défaite consécutive. Pitt est en 5-0 pour la première fois depuis 1991. Et Eli Holstein, le quarterback,
a encore sorti une très très grosse performance. Il est à 1500 yards depuis le début de la saison. Je crois qu'il n'y a qu'un seul quarterback qui fait mieux que lui, c'est Will Rogers du côté de Washington, avec une performance à 380 yards et 3 touchdowns. Et vous savez, forcément, il a gagné les 5 matchs de ses 5 titularisations. Et vous savez quel est le dernier quarterback des Panthers à avoir fait une telle performance? Et ben, c'est C'est Dan Marino, la légende. la légende de Pitt et la légende de NFL. Ça place aussi un bonhomme. Et Eli Holstein, je suis quand même assez étonné qu'on n'en parle pas plus que ça. Ouais, bah Pitt, on n'en parle pas tant que ça aussi, hein. Ils Ouais, et sont en pourtant, tu vois, sous-marin. Pitt, les années précédentes, on en a un petit peu parlé avec Kenny Pickett, tout ça, ils avaient fait une très belle saison. Il y avait eu ces matchs face à Western Virginia, qu'est-ce que je dis moi, face à West Virginia qui avait été quand même pas mal suivi. Enfin, tu vois, Pitt, c'est pas non plus l'équipe dont tout le monde se fout. Enfin, j'ai envie de dire qu'il y a pire que Pitt. Oui, Bah, il mais y a il y a mieux Indiana, aussi, quoi. par exemple. On parle pas beaucoup d'Indiana aussi, qui est Ouais. invaincu encore. Ils sont en 6-0, ils ont battu Northwestern cette semaine. Ouais, mais Pitt, bah ouais, ils sont invaincus, mais c'est toujours... ils ont Ouais, eu un calendrier ouais, sympa voilà, ouais. aussi. Ouais. Ils ont un calendrier relativement light, hein. Ils ont Kent State, qui est l'une des pires équipes du college football et la pire attaque, si je dis pas de Ouais. bêtises. Cincinnati, West Virginia, Youngstown State et North Carolina, qui est une des énormes déceptions de cette saison aussi. Donc, Maintenant, ils sont invaincus Ouais. aussi, donc bravo à eux, mais il faut voir oui, quand Ouais, l'adversité c'est vrai, c'est vrai. va Le augmenter. calendrier Mais est pas, ouais. ah là, après, oui, Holstein ils ont un fait une bonne calendrier carrière. qui est, ils ont un calendrier qui, à partir de maintenant, devient assez mignon quand même, hein, parce que Tu peux nous bon, le là, donner? ils reçoivent California ce week-end. Ensuite, ils ont une bye week. Ensuite, ils reçoivent Syracuse. Et après, ils ont at SMU, Virginia, Clemson, at Louisville et at Boston College. Donc, il y a quand même quelques gros matchs. Il y a 2 matchs contre des équipes classées. Il y a un match contre Virginia qui est encore invaincu en conf. Il y a déplacement à Louisville qui était classé jusqu'à ce week-end. Il y a un match contre Cal qui est sneaky good quand même cette saison. Syracuse qui a une grosse défense. Donc, c'est quand même un calendrier qui est beaucoup plus challengeant, on va dire, que les 5 premiers matchs qu'ils ont eu. Donc, on va voir vraiment ce que cette équipe vaut par la suite parce que je pense qu'il y a une vraie différence de calendrier à partir de ce week-end. Mm. Et le Penn dernier State. invaincu. Oui, pardon, Maxence. Ouais, non, je disais le dernier invaincu, ouais, du coup, Penn State. Penn State a battu Comme d'hab. UCLA. Mm. Comme d'hab, on est invaincu, on arrive à la mi-octobre et puis on va jouer contre des grosses équipes et puis on va perdre. Enfin, je sais pas, moi c'est comme ça que je vois cette équipe, encore une fois. Attends, laisse-moi quand même présenter aux Vas-y, auditeurs ce qui présente. s'est passé. Victoire Mais j'en ai 27 marre, ce à programme m'énerve. Moi j'en ai marre de Penn State. J'espère qu'ils vont me faire mentir, mais j'en peux plus de ce programme. Victoire 27-11 face à UCLA. Bon, UCLA qui fait une très très mauvaise saison là, avec Eric Bieniemy, le coordinateur offensif. Les Nittany Lions sont passés quatrième à l'IP Poll grâce aux défaites devant. Mais gros match la semaine prochaine puisque c'est un déplacement au Coliseum du USC. Maintenant, nous allons passer au MVP. Kevin, je propose qu'on passe à Maxence directement puisque tu m'as dit Ah que oui, toi, ton j'ai MVP était spoilé. Diego Pavia. Maxence, Bah, toi, c'est Diego Pavia et un autre joueur. ouais, j'ai Diego Pavia est mon MVP. Après, j'ai quand même envie de citer Le'Veon Moss qui a fait un très gros match contre Missouri aussi, avec 138 yards et 3 touchdowns. Donc, qui a fait un très très gros match également. Mais le vrai MVP, je cite Le'Veon Moss, mais le vrai MVP, c'est Diego Pavia pour tout ce qu'on a dit en début de podcast, l'histoire, le fait de mener Vanderbilt à la victoire contre Alabama, le numéro 1 du pays, en mettant 40 points. On n'a pas parlé, mais je crois que c'est la première fois qu'un numéro 1 prend 40 points aussi dans un match. C'était jamais Ah, arrivé ok. avant. Ouais, j'avais vu je crois que c'était la stat qui était passée dans le match. C'est la première fois qu'un numéro 1 encaissait autant de points. Donc voilà, Diego Pavia, MVP. Je pars Et comme c'est vous sur Diego Pavia. J'ai pensé à d'autres joueurs, mais je pense que pour les raisons que tu as évoquées, qu'elles soient au niveau du football, tout simplement, intrinsèque ou avec tout ce qui s'est passé en dehors, ça peut que être Diego Pavia, parce que c'est une performance qui, voilà, malgré quand même une feuille de statistiques qui n'est pas exceptionnelle, restera longtemps dans les mémoires du côté de Vanderbilt et d'Alabama. D'habitude, on ne fait pas la preview de la Week 7, mais là, je vais être obligé de vous citer tous les matchs que nous allons pouvoir regarder dès mercredi, parce qu'il y aura la CUSA dans la nuit de mercredi à jeudi, mais surtout samedi prochain. Ça va être ouf cette Week 7.
à commencer par le Red River Showdown, Texas numéro 1 contre Oklahoma 18e évidemment. Texas veut aller en finale de la SEC, ils veulent remporter le titre et les Sooners feront un malin plaisir comme ils l'ont fait ces dernières années à les battre, voilà, pour un peu leur couper l'herbe sous le pied et voilà, faire chier le rival. Archie Manning va jouer ou c'est Queen Non, Evers qui ça va jouer? devrait être Queen Ewers. Queen Ewers va Evers. revenir, mais Queen Evers on sait à revient, ouais. quel point ces équipes qui n'ont pas forcément beaucoup de choses à jouer aiment faire chier leur rival, et c'est d'ailleurs dans ces moments-là que ces équipes se découvrent, on va dire, des ressources insoupçonnées. Donc le déplacement de Penn State 4e à USC, le déplacement de Cal à Pitt, ce qui sera le premier gros match pour Pitt, t'en parlais Kevin. Florida qui se déplace à Tennessee 8e, et ça, le Florida-Tennessee, c'est exactement comme Oklahoma et Texas. Déjà, c'est une très très grosse rivalité du college football qui nous a offert des matchs très intéressants ces 10 dernières années. Et puis Florida, mentalité de cafard, vouloir casser la saison de Tennessee, ça va vraiment motiver les hommes de Billy Napier. Et puis après, le plus gros match de la semaine entre Ohio State et Oregon. Ohio State 2e et Oregon 3e. Le match aura lieu à Eugene. 21h30, Kevin, ou 1h30? Là, je viens de regarder, c'est 21h. On joue après vous, justement. Il y a Stanford Notre-Dame. Moi, je vois Et 1h30. Et nous, on est à 1h30 sur NBC. Ouais. Okay, Alors moi, ça m'arrange parce que je serai outre-Atlantique samedi. Donc je vais enfin avoir des matchs à des horaires normales. Et je t'avoue que pour ce week-end-là, c'est beau. C'est absolument parfait. C'était pas volontaire au niveau des dates, mais ça tombe à point nommé. Au moins, t'es pas dans l'avion pendant le match. Non, je prends l'avion vendredi. Crois-moi que c'est fait exprès. Le Ohio State Oregon, ça va être magnifique. Ça va On rappelle qu'Oregon avait gagné le match il y a quelques années. C'est vrai, en 2021, je crois. Hein. Oregon avait gagné effectivement 31-17 à Columbus en 2021. Match dont j'ai pas mal parlé sur la fin de la TT Palette, la dernière qui est sortie. Voilà, mon petit placement de produit comme ça. Non, ça va être un très très beau match. Sûrement non, pas sûrement. C'est le plus gros test de chaque équipe cette saison, parce c'est pas les équipes qui ont eu les calendriers les plus compétitifs depuis le début de l'année. Donc c'est deux programmes qui sont sur une sacrée pente. On n'en a pas forcément parlé, mais Ohio State a un peu détruit Iowa ce week-end. Il y avait que 7-0 à la mi-temps, mais ils l'ont totalement roulé dessus en deuxième mi-temps, avec encore un Jeremiah Smith, qui a fait encore un sacré catch à une main de Jerry. Voilà, ça va être un énorme match. On s'y attendait. On s'attendait pas à ce que ce soit numéro 2 contre numéro 3, même si en pré-saison, je crois que c'était d'ailleurs c'était 3 contre 4. Oui, puisque Oregon était dans le top 4, après ils sont un peu descendus, mais remontés. Donc, et tu auras aussi, Kevin, un Ole Miss LSU 9e contre 16e qui sera très très intéressant. Un petit Val versus Ryan qui va nous. C'est vrai. Qui fight au sein du podcast. On aime bien les matchs où ça se tabasse dans le podcast comme ça. Le match à quelle heure? Il est en même temps. Il est en même temps que Oregon Ohio State, donc ce sera Oh, les salauds. Le double écran. Cette semaine, t'es obligé. Hein. Et après, pour les couches tard à 4h15, il faudra intéressant de voir aussi Kansas State qui se déplace à Colorado. Ouais, ce match peut être pas mal aussi. Ouais. Moi, il y en aura d'autres. Hein. Là, on a cité que les principaux, mais il y en aura évidemment d'autres. Une petite avec le UCF Cincinnati à 21h30, qui est une petite rivalité américaine en Big 12. Tu parles de rivalité. Notre-Dame-Stanford est aussi une rivalité et le match aura lieu à 21h30. Voilà. Et si vous voulez faire encore plus couche tard, le pire qu'on puisse faire ce week-end, c'est Boise State. Ah ouais. Si vous voulez regarder Ashton Gentil, vous pourrez le voir au petit déjeuner dimanche matin, puisque Boise se déplace dans le Pacifique à Hawaï et que le kick-off est à 5h du matin, heure française. Donc, alors, si Ashton Gentil joue la deuxième mi-temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous le voir au petit déj. Voilà. Et contre Hawaï, il y a des chances que. Après, vu qu'ils l'ont pas fait jouer la deuxième mi-temps du dernier match, il y a des chances qu'ils lui laissent tout le match ici quand même. Bah, à voir aussi, du coup, est-ce qu'il y a ce truc avec Genty est-ce qu'on continue à bien l'utiliser, ou est-ce qu'il y a un peu cette volonté, de dire, vas-y, on te donne aussi une deuxième mi-temps pour tes stats et tout, tu vois. Après, je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'on est sur un truc assez historique quand même. Ouais. Et que tu l'as déjà bridé sur 2 matchs. Ouais, voilà ça. Est-ce que Genty va accepter d'être bridé comme ça C'est ça aussi, ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est le petit réveil du dimanche. Les matchs de Hawaï, tout ce qu'on aime. Puis voilà, on a fait le tour. Belle parole.
La semaine dernière, tu aucune disais, on fera originalité, peut-être pas d'épisode. La semaine dernière, tu disais, on fera peut-être pas d'épisode sur cette week 6. Il va pas se passer grand-chose. Pas de gros match, finalement. Et bah, finalement, ça a été la meilleure. Ouais, Merci Maxence et Kevin d'avoir été avec moi merci. Merci à toi, Gus. pour cet épisode. Ça a été une superbe Week 6 et on espère qu'elle en appellera d'autres et qu'elle nous amènera encore plus de chaos, de madness. Ah oui, comme- question. Avec les playoffs à 12, est-ce que quand même, on n'a pas quand même kiffé le chaos qu'on a eu ce week-end? Ah si, bien sûr. Ouais. Ou est-ce qu'on se dit Ah, tous c'est- un peu dans un coin de nos têtes, oui, il y a du Parce chaos, qu'on mais au vient pas de college final, football avec la raison. ouais, c'est ça. C'est ça qui est beau quand même, tu vois. On a quand même kiffé tout ça, même si, on va être honnête avec les auditeurs, des équipes comme Tennessee ou Alabama sont pas out de la course au playoff, elles y sont encore. Donc, mais il y a une cartouche en moins. Une cartouche en moins, on peut raisonner comme ça. Bref, merci Maxence, merci Kevin, et on se donne rendez-vous pour les autres podcasts. Il y a un podcast du groupe A5 qui arrive, un podcast de l'Ivy League aussi qui arrive, et des lives sur College Football 25 qui arrivent, notamment avec Kevin et Valentin. Merci à N'oubliez tous pas de m'avoir la écouté, TT et à la palette prochaine. aussi. Ciao. Ouais.